Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, sur Instagram, donc je parle surtout de la rééducation de la main, du poignet et du coude. Et je fais régulièrement des publications avec des petites fiches récapitulatives. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez simple parce qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la main. Mais juste si, voilà, quand vous serez diplômé, ou pour ceux qui sont déjà diplômés, effectivement, vous pourrez regarder des petites fiches récap. Vous avez un doute, vous avez un patient de la main, vous savez pas trop ce que vous avez le droit de faire ou pas. Bah, en gros, c'est un peu le but de ma page Instagram, c'est de vous sensibiliser un petit peu sur les bases de la rééducation de la main. Et voilà, après, s'il y en a qui veulent se spécialiser dans la main, bah, faut faire des formations, etc. Mais au moins, ça permet d'avoir des bases et de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, j'ai quelques conflits d'intérêts pour cette présentation. Donc déjà, je suis formatrice en rééducation de la main, donc je propose des e-learning et des formations en présentiel. J'ai aussi écrit un livre, donc pareil, en fait, c'est un peu le même concept que ma page Instagram, mais en mode organisé, parce que ma page Instagram, c'est un peu le bazar. Et du coup, j'ai fait un livre avec des fiches récapitulatives et des idées justement pour travailler la mobilité des doigts, travailler la mobilité du poignet, etc. J'ai aussi participé à l'application qui s'appelle Andrew. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est Andrew App, Andrew Pro du coup pour les kinés. C'est une application où on est pas mal de professionnels de santé, un peu tous spécialisés dans notre partie du corps. Par exemple, je sais pas, il y a mon ami Aziz Youssef qui a fait l'épaule, etc. Et donc le but c'était de faire une application d'auto-rééducation, mais aussi d'éducation thérapeutique. C'est un peu ça la différence avec les autres applis, où on voulait vraiment expliquer aux patients les pathologies et pas juste leur filer des exercices comme ça. On voulait aller un petit peu plus loin dans le concept. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis un QR code si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et enfin, je fais aussi, alors vous connaissez tous les plateaux canadiens, et en fait, moi j'ai créé une espèce d'amélioration du plateau canadien que j'ai appelé le plateau français. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du SDRC. Alors pourquoi je vous parle de cette pathologie? Ben, c'est un peu mon dada, je m'y intéresse donc depuis 2016. Depuis le début où j'ai commencé à m'intéresser à la main, en fait, de manière concomitante, je me suis intéressée au SDRC. Eh bien, tout simplement parce que il y a plein d'idées reçues sur cette pathologie, dont pas mal d'idées reçues qui m'énervent, où en gros on dit que c'est la faute des patients s'ils sont malades, et ça m'énerve beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais m'intéresser à la littérature évidemment, et aussi je voulais partager mon expérience personnelle, parce que j'ai eu beaucoup de patients avec des SDRC, et voilà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que je vais tenter de vous partager aujourd'hui au maximum. Donc un petit déroulé de la présentation. Tout d'abord, je vais vous parler donc des idées reçues. Alors peut-être que vous avez appris autre chose à l'heure actuelle, je l'espère, mais moi j'ai été diplômée donc en 2013 et j'ai vraiment appris des grosses conneries sur cette pathologie. Ensuite donc je vais vous la décrire, la pathologie. Je vais vous parler du diagnostic, de la prévention, un petit mot quand même sur le traitement médical. Je vais évidemment vous parler du traitement kiné, c'est ce qui vous intéresse le plus, et aussi comment on peut accompagner le patient, notamment au niveau psy. Alors, vous n'êtes pas psychologue, mais vous allez voir justement quand est-ce qu'il faut renvoyer le patient. Alors, petite introduction sur cette pathologie, donc si mal connue, c'est une pathologie qui est très complexe, vous pouvez vous en douter, c'est écrit, c'est déjà dans la définition de la pathologie, ça s'appelle syndrome douloureux régional complexe. Donc, vous imaginez bien qu'elle porte bien son nom. Pourtant, cette pathologie, elle est connue, décrite et étudiée depuis des siècles, et en fait, on n'a toujours pas bien compris ni la physiopathologie, ni évidemment le traitement. Si vous comprenez pas très bien une pathologie, vous avez du mal à savoir comment on va la soigner. En fait, les études, elles sont de mauvaise qualité parce que c'est une pathologie qui est rare, puisqu'on n'a que 26 patients pour 100 000 personnes. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par des Hollandais. Donc ils ont constaté ce chiffre en Europe. Donc vous voyez que c'est presque rien. Et en plus, les critères de diagnostic, ils sont pas incroyables. Donc ils évoluent avec le temps. Donc ça veut dire qu'en fait, pour inclure les patients dans les études, c'est très compliqué. Ça fait que malheureusement, on n'a que des hypothèses sur cette pathologie et on a peu d'affirmations qu'on peut faire puisque on a des études de mauvaise qualité. Donc voilà, c'est comme ça, c'est embêtant. Je peux pas vous dire que j'ai des études qui sont absolument incroyables, c'est pas le cas. Mais je me dis que c'est pas une raison pour pas essayer d'y réfléchir et puis de voir ce qu'on peut proposer au mieux aux patients. Donc voilà, vous verrez que tout au long de ma présentation, je vous ai mis à chaque fois mes références pour chaque chose que je vous avance, je vous ai mis une référence évidemment. Alors moi, ce que j'ai appris à l'école des kinés donc en 2013, c'est que déjà c'est une pathologie qui était psychosomatique, que c'était la faute du kiné si le patient développait un SDRC, qu'il fallait surtout pas opérer un patient qui a un SDRC, que les bains écossais c'était le traitement, que la rééducation doit être toujours infradouloureuse et que la scintigraphie osseuse c'est le meilleur examen pour le diagnostic. Donc une grande partie de ce que je dis là est faux, évidemment, mais il faut quand même apporter quelques nuances. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la présentation. Alors, je vais vous définir cette pathologie. Enfin, c'est pas moi qui vais vous la définir, c'est l'IASP.
Donc cette pathologie, elle est définie comme une douleur régionale, continue, spontanée ou provoquée, qui paraît disproportionnée en intensité ou en durée par rapport à l'évolution attendue d'un événement déclenchant. Pour vous donner un exemple simple, vous faites une fracture de poignet, vous êtes à 3 mois post-opératoire ou post-traumatique, et puis vous avez super mal et votre poignet il va pas bien du tout. Il y a peut-être un truc qui va pas. Donc c'est pas forcément un SDRC, mais il faut se poser la question. Donc en fait cette douleur, elle est régionale, elle correspond pas à un territoire nerveux, c'est-à-dire que c'est pas une douleur, c'est une douleur neuropathique, mais qui correspond pas à un territoire nerveux spécifique. Et elle est associée donc à plein de signes cliniques, moteurs, sensitifs, sudomoteurs, etc. Je vais vous montrer ça juste après. Ça, c'est la définition de l'IASP. Et moi, ce que j'aime bien ajouter à la définition de cette pathologie, c'est le fait qu'il y a aussi un versant neurologique central. Donc, eux, ils en parlent pas, l'IASP. Mais en gros, moi, je considère que dans le SDRC, il y a une espèce de bug du cerveau. C'est pas une pathologie qui est uniquement périphérique. Vous allez voir, je vais vous montrer des IRM fonctionnelles cérébrales. Vous allez voir que c'est un peu le bazar dans le cerveau des patients qui ont des SDRC. Je vous ai mis ça, mais ça, c'est pas très intéressant. Il y a des sous-types de SDRC, vous en entendrez parler. Le type 1, sans lésion nerveuse, le type 2 avec, peu importe, la symptomatologie est la même et le traitement est le même, donc on s'en fiche un petit peu. Pareil pour les phases, donc là, les symptômes seront différents, cependant, le traitement est le même aussi. Donc en fait, on s'en fiche de la phase chaude et de la phase froide, ça change rien. C'est pas très important de s'intéresser à ça, c'est juste les symptômes de vos patients qui évoluent, mais vous, en kiné, vous allez quasiment faire la même chose. Très rapide mot sur l'historique, vous inquiétez pas, je vais pas en parler pendant 15 ans. C'est juste pour vous dire qu'en fait, ça existe. C'est décrit depuis vraiment très longtemps. Donc, ça a quand même été décrit par Ambroise Parent en 1557 et on n'a toujours pas compris ce que c'est. On n'a toujours pas compris comment la soigner, cette pathologie. Il y a Sudek qui a découvert que du coup, il y avait une modification à la radio des os chez les patients qui étaient atteints de SDRC. Donc, lui il disait que c'était une atrophie osseuse inflammatoire aiguë. Donc, en fait, il y a une diminution de la densité osseuse qui peut se voir à la radio et notamment à la scintigraphie osseuse. Pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais ça peut. Et enfin, donc le terme SDRC, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler d'algodystrophie ou de SDRC. Normalement, algodystrophie, il faut le laisser un peu derrière nous parce que c'est un peu ancien. Et c'est bel et bien SDRC, le nouveau terme depuis quand même 1993. Donc voilà, c'est CRPS en anglais. Alors, la physiopathologie. Donc là, je suis désolée, je vous montre une diapo qui est un petit peu lourde, mais parce que c'est quand même particulièrement intéressant, je trouve, d'essayer de comprendre pourquoi les patients développent cette pathologie. En fait, il y a plein de facteurs de risque et je pense que pour ceux qui ont déjà vu des SDRC, vous avez quand même pu constater que c'était majoritairement des femmes. Donc en effet, c'est quand même 4 femmes pour seulement un homme. C'est généralement des femmes qui ont entre 50 et 80 ans. Il y aura des comorbidités associées comme diabète, asthme, douleurs chroniques, etc. Notamment par exemple tout ce qui est fibromyalgie et tout ça. C'est également des patients qui ont eu en règle générale, alors pas que, mais souvent c'est quand même des patients qui ont une immobilisation du membre lésé. Donc soit ils ont eu un plâtre ou une attelle, soit ils sont auto-immobilisés tout seuls. C'est des gens qui n'ont pas trop bougé même s'ils avaient le droit. C'est aussi des patients qui vont vous décrire qu'ils ont une intensité de douleur plus élevée que la normale, entre guillemets, après leur traumatisme ou après leur chirurgie. C'est des gens qui, en règle générale, n'ont pas bien vécu leur trauma ou leur chirurgie et qui ont vraiment beaucoup souffert après ou pendant. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait une réponse inflammatoire exagérée. Il y a également donc une sensibilisation centrale, un processus auto-immun. Donc ça, c'est assez récent. En fait, ils se sont rendus compte que c'était une pathologie avec qui pouvaient être plus ou moins auto-immunes. Et donc ça, c'est une découverte qui a été faite les 10 dernières années. Donc c'est très intéressant pour le traitement. Vous imaginez bien qu'on va envisager un traitement qui va aller dans ce sens. Des facteurs génétiques, ben ça c'est pareil, ils n'étaient pas trop sûrs et là ça fait pas trop longtemps qu'ils ont découvert ça. Ça pourrait être héréditaire chez un tiers des patients. Donc là on est un peu embêté évidemment parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur une pathologie héréditaire malheureusement. Et enfin, des facteurs psychologiques. Alors ça, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire de la maladie psychosomatique. Donc ce n'est pas une maladie psychosomatique. Cependant, l'anxiété, la dépression, le stress ou le catastrophisme dû au traumatisme ou à la chirurgie pourraient faire en sorte qu'on a plus de probabilité de développer un SDRC. Mais en gros, moi, ce que j'ai appris à l'école de kiné, c'était que les personnes qui faisaient des SDRC, c'était des femmes, évidemment, parce que les femmes, elles sont pénibles, elles sont tout le temps malades, elles se plaignent pour rien. Et en plus, bah, elles sont sûrement un peu hystériques, un peu folles, etc. Donc elles font des algos. C'est pas exactement comme ça les termes qu'ils ont utilisés, mais c'est un peu ça le message. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est des personnes qui étaient pas bien au niveau psychologique à un instant T. C'est-à-dire que vous pouvez être dépressif et vous casser le poignet, et il y a absolument aucune certitude que vous fassiez un SDRC. Inversement, vous pouvez être super heureux dans votre vie et vous casser le poignet et faire un SDRC. Donc voilà la nuance, et du coup, le traumatisme psychologique à un instant T n'a rien à voir avec l'état psychologique global d'un patient.
Donc voilà, en fait, ils se sont bien rendus compte, là je me suis un peu intéressée à ça, là, justement en préparant cette conférence, qu'il y avait bel et bien donc des cellules, des marqueurs de l'inflammation au niveau du membre qui est concerné, c'est-à-dire que ils ont cherché des marqueurs cutanés et donc il y a des cytokines, donc précisément des interleukines 6, bon peu importe, où ils voient qu'il y a une inflammation au niveau local. Donc si c'était une pathologie psychosomatique, il n'y aurait pas d'inflammation au niveau local comme vous pouvez vous en douter. Il y a même donc une étude quand même sur 596 patients, excusez-moi, qui dit que aucun des facteurs psy analysés, donc ils en ont analysé quand même pas mal, agoraphobie, dépression, somatisation, sensibilité interpersonnelle, insomnie, événements de la vie, typiquement un deuil ou des choses comme ça, n'a prédit le développement du SDRC. Donc en fait, on n'arrête pas de dire aux patients oui, mais en gros, si vous développez un SDRC, c'est parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie, c'est de votre faute, alors qu'en fait, franchement, il n'y a rien qui le démontre, quoi. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont des patients qui ont des SDRC, n'hésitez pas à leur dire ça, ils seront ravis. Parce qu'en fait, ils en ont marre qu'on leur dise que c'est de leur faute s'ils sont malades. Alors maintenant, je vais vous décrire un petit peu les symptômes. Donc ça va être un petit peu long la description des symptômes parce qu'il y en a plein, mais c'est hyper important pour vous de les comprendre pour pouvoir justement savoir quel traitement on va proposer en kiné. Premier symptôme à décrire, vous imaginez bien, et c'est le plus handicapant, c'est vraiment ce qui gêne le plus nos pauvres patients, malheureusement, c'est l'intensité de la douleur. Donc c'est une douleur qui est décrite comme intense, qui est généralement permanente. Vous avez des patients qui ont pas mal tout le temps, mais c'est quand même assez rare. C'est une douleur qui est plutôt en gants, ils ont l'impression d'avoir une espèce de gant douloureux. C'est une douleur qui est de type neuropathique, avec associée parfois à des allodynies, mais c'est pas systématique. Pour rappel, une anodynie, c'est un toucher qui est normalement non douloureux qui devient douloureux. Typiquement, c'est des patients qui vont vous dire, je supporte pas le drap dans mon lit sur ma main ou sur la cheville, hein. J'ai oublié de vous préciser que tout ce que je vous dis là pour la main, c'est valable évidemment pour le membre inférieur. C'est que moi je suis spécialisée dans la main, mais tout ce qui est dans la littérature marche aussi pour le membre inférieur. Comme je vous disais, donc une douleur neuropathique mais qui ne correspond pas à un territoire nerveux. Vous imaginez bien qu'une douleur intense, ça perturbe le sommeil, ça va engendrer une exclusion du membre, ça modifie la perception du membre, et donc c'est une douleur qui est régionale. C'est ce qui décrit beaucoup en fait le SDRC, ça va être une douleur de tout le membre. Donc par exemple, au niveau du membre supérieur, on va avoir ce qu'on appelle le syndrome épaule-main. Et bah, au niveau de la jambe, c'est pareil, hein, ça va remonter. Au niveau du membre inférieur, ça va remonter jusqu'au genou, voire la hanche. Et même au niveau du membre supérieur, ça peut aller à la mâchoire et au visage. Donc moi, j'avais une patiente qui me disait, je comprends pas, j'ai une rage de dents. Et du coup, elle avait un SDRC à gauche. Elle dit, j'ai une rage de dents. Elle allait chez son dentiste. Elle a fait des radios. Elle allait voir un autre dentiste. Ils lui ont dit, Madame, vous avez rien du tout. Elle dit, mais c'est pas possible, j'ai trop mal. Et en fait, quand elle part en vacances, elle a moins mal. Ah oui, non, ça fait pas rage de dents. Donc en fait, c'est son SDRC et qui fait que quand elle est en vacances, bah, au niveau psy, elle se sent mieux. Donc, comme toutes les pathologies chroniques, généralement, les gens qui ont des pathologies chroniques, quand ils partent en vacances au soleil et tout, ils ont un petit peu moins mal. Et ben elle, c'était pareil. Donc, je lui ai dit, bah oui, je pense que c'est votre SDRC, en fait, qui vous fait mal. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que la douleur, donc effectivement, elle est disproportionnée, elle est augmentée par des émotions négatives. Donc, quand on a des émotions positives, ça s'arrange, par le mouvement, et elle peut même être déclenchée par des stimuli non douloureux. C'est-à-dire que si vous faites du bruit fort à côté de quelqu'un qui a un SDRC, il peut avoir mal. Ou même si vous faites des mouvements à côté de lui, s'il attend pas, ça peut lui faire mal. Et ça peut aussi être lié à la température ambiante. Vous avez vu, donc en gros, plein de facteurs, c'est-à-dire pas grand-chose, peuvent augmenter la douleur. Donc s'il fait un peu trop chaud, quand ils sont en phase chaude, ils peuvent avoir plus mal. Et s'il fait trop froid, quand ils sont en phase froide, ils peuvent avoir plus mal. Donc voilà, ces pauvres patients, ils sont quand même bien gênés tout le temps. Et là, au fur et à mesure de cette présentation, je vais vous montrer donc une vidéo de cas clinique parce que c'est quand même plus intéressant que moi qui parle. C'est plus intéressant d'entendre une patiente parler que moi, qui va vous décrire du coup sa douleur. Donc c'est une dame, comme vous pouvez le constater, qui a fait un SDRC sévère au niveau donc de sa main gauche, de son membre supérieur gauche. Et elle a vraiment des symptômes hyper importants. Et en fait, cette dame, je l'ai interviewée pour lui demander justement qu'elle nous décrive un petit peu sa pathologie et ce qu'elle vit au quotidien. Donc vous allez voir ce qu'elle décrit dans les symptômes. J'ai tout le temps une douleur qui me monte jusqu'à l'épaule. Ok, donc vous avez mal jusqu'à votre épaule, d'accord? Donc c'est une sensation de comme si mes os se brisaient, Au niveau de la main. des doigts, oui, et le D'accord. poignet. Des doigts et du poignet. Hmm. D'accord. Et ça, c'est tout le temps, ce type de douleur? C'est assez fréquent. D'accord. Est-ce que vous avez des sensations bizarres au niveau de votre main? J'ai des engourdissements Oui. depuis peu. D'accord. Et au niveau sensation, c'est un peu mieux qu'avant. Ouais. Donc on peut me toucher. Oui, voilà, parce qu'avant, on ne pouvait pas vous Non, toucher, on hein. pouvait pas me Ouais, toucher. donc maintenant, on peut C'était toucher. Alors très qu'avant, ça faisait très douloureux. très mal. Ça me donnait beaucoup de nausées. Ouais, voilà, donc maintenant, on peut toucher.
Donc là, je sais pas si vous avez entendu. Donc, du coup, elle a dit qu'elle avait l'impression qu'elle avait les os qui se brisaient. Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des fractures. Moi, j'ai fait des fractures et du coup, au moment de la fracture, j'avais mal 9 sur 10. Cette dame, elle a un SDRC depuis 4 ans. Là, je l'interroge, ça fait 4 ans qu'elle a son SDRC. Elle me dit encore qu'elle a l'impression que sa douleur, c'est comme des os qui se brisent. Donc, juste imaginez l'intensité de la douleur de vos patients et imaginez pourquoi ils sont dans un tel état de détresse. En fait, ils vont trop mal psychologiquement parce qu'en fait, ils souffrent le martyre tout le temps. Et vous avez vu qu'elle a aussi parlé donc d'engourdissement, donc ça fait partie des douleurs neuropathiques. Et elle a parlé de l'allodynie qui s'est améliorée, mais à la base, elle avait énormément d'allodynie. Quand elle disait que ça lui donnait des nausées, en fait, c'est une dame qui vomissait tellement elle avait mal. Donc c'est pour vous dire l'intensité de la douleur. Donc surtout, écoutez bien vos patients, croyez-les, parce que c'est, en fait, ils ont l'impression d'être fous. Et quand ils disent des trucs comme ça, bah, les gens leur répondent, mais c'est pas possible que tu aies aussi mal avec ce qui t'est arrivé, genre juste une fracture de poignet, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, c'est leur cerveau qui a tout modifié, et puis ils ont une sensibilisation qui devient centrale, etc. Donc c'est très compliqué ce qu'il dit. Donc ça, c'est pour la douleur. Ensuite, autre symptôme que vous avez peut-être constaté pour ceux qui ont déjà vu des SDRC, donc c'est l'œdème, comme vous pouvez vous en douter. Donc au début, il est localisé, il est important, et puis après, il va s'étendre un peu dans un deuxième temps. Il va devenir induré, il va y avoir une disparition des plis cutanés, notamment au niveau articulaire, et donc ça va empêcher, par exemple, la mobilité en flexion des doigts. Et au stade final, bah, du coup, ça va faire une espèce de fibrose qui va s'installer, et donc ça va faire une raideur qui est pas juste due à l'œdème. Donc l'œdème disparaît, mais en fait, il y a une fibrose qui reste. Donc l'autre symptôme qui en découle, comme vous pouvez vous en douter, c'est la raideur, qui va surtout concerner les articulations digitales, mais qui peut aussi atteindre le poignet et l'épaule. En règle générale, le coude, il n'est pas trop enraidi. Juste pour parler un petit peu de la cause du SDRC, généralement, ça démarre à la main, au poignet ou au coude, mais en théorie, il n'y a pas vraiment de SDRC qui démarre avec une cause d'épaule. Justement, j'en ai parlé avec Agile, donc qui est spécialisé dans l'épaule, et en fait, c'est plutôt une pathologie qui démarre en périphérique pour remonter et non pas l'inverse. Donc c'est un des rares cas où justement on a une douleur neuropathique qui va remonter au lieu de descendre. Donc vos patients qui ont des exercices peuvent avoir mal à l'épaule, mais leur problème initial était généralement à la main ou au poignet. Donc ensuite, on va avoir des raideurs au niveau des articulations interphalangiennes, et particulièrement des IPP, donc des interphalangiennes proximales. Et là, vous pouvez voir donc que c'est la photo de ma patiente que vous venez de voir juste avant. Là, on avait déjà bien travaillé, on avait essayé de bien détendre et tout, et là, on est au maximum de ce qu'on peut faire en flexion. Et là, elle a déjà super mal. Vous voyez, sa flexion, elle est vraiment pas incroyable du tout. Autre symptôme, les troubles vasomoteurs. Alors, j'imagine que c'est pareil, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, en fait, pourquoi il y a des troubles vasomoteurs dans le SDRC? Ben, en fait, c'est une anomalie vasculaire qui va affecter la microcirculation. Et en fait, ce serait dû à des problèmes d'innervation sympathique. En gros, l'innervation sympathique, elle fait n'importe quoi. Et du coup, les vaisseaux, ils font n'importe quoi. Et ils font notamment une vasodilatation en phase chaude et une vasoconstriction en phase froide. Donc, vasodilatation normale en phase chaude, asymétrie de température. En règle générale, on a plus 1,3 degré en phase chaude, puis après la main devient plus froide, évidemment, d'où le nom de la phase. Il y aura un changement de couleur de peau, donc vous verrez qu'en phase chaude, on est plutôt rouge violacé, donc comme vous pouvez voir sur l'image en haut à gauche. Puis la main devient blanche grisâtre. Comme vous voyez sur l'image de ma patiente là, c'est une main qui a vraiment pas de vie en fait. C'est une main sans vie et on dirait une main de. Qu'est-ce que je disais en formation? Exactement. Donc, on dirait une main de mort. C'est horrible. Et ma patiente le dit elle-même. Je me permets de dire ça avec son accord. Elle dit, mais regarde ma main. Elle me tutoie, elle me dit, regarde ma main, on dirait que je suis morte. Et cette main, elle est pas à moi. Et on dirait que c'est une main de mort. Et elle dit, c'est la main de Frankenstein, même. Vous pouvez voir, c'est trop bizarre, quoi. Sa main, vous avez vu, sa main droite, elle est quand même plutôt colorée. Et sa main gauche, elle est sans vie. C'est notamment dû à l'exclusion aussi, comme vous pouvez vous en douter. Et à la modification à la vasoconstriction qui fait que, du coup, il n'y a pas beaucoup d'oxygénation, quoi. Il y aura généralement aussi une modification de la sudation. C'est des patients qui vont normalement plus transpirer que d'habitude. Parfois, il y a une hyposudation, mais généralement, c'est une hypersudation. Il y aura aussi une modification de la pilosité. Donc, c'est des patients qui vont avoir plus de poils. Et chez les femmes, c'est assez marrant. Enfin, non, c'est pas très drôle, les pauvres, mais c'est assez impressionnant, pardon. On va dire ça comme ça, parce qu'elle, elle doit pas trouver ça très drôle, je pense. Regardez, ça, c'est toujours ma patiente. C'est une dame qui est pas du tout poilue de base. Et là, regardez, elle a des espèces de gros poils noirs qui ressemblent à des poils de barbe sur leurs mains. Et du coup, elle trouve ça trop bizarre, évidemment. Donc ça, c'est pareil, c'est dû justement aux anomalies vasculaires. Ça fait partie des symptômes, justement, ces gros poils bizarres, là. Et également une modification des fanères avec les ongles qui sont fins, cassants, et une peau qui est fine et luisante.
Et en fait, l'affaiblissement des fanères, c'est un peu comme chez les personnes âgées. Vous avez vu, les personnes âgées, elles ont une peau fine sur la main, on voit leurs veines, etc. Et ils ont des ongles cassants, striés, tout ça. Les patients qui ont des SDRC, ça ressemble à ça. Donc, quand vous êtes une personne âgée avec un SDRC, ben, c'est un peu compliqué. Il y aura évidemment une impotence fonctionnelle, hein. Vous imaginez bien que tout ça, ça va engendrer une impotence fonctionnelle. Donc, au début, ce sera dû à la douleur, à l'immobilisation, etc. Puis après, il y avait des vraies raideurs mécaniques avec un épaississement des tissus conjonctifs. Donc, c'est là toute la complexité du truc, en fait, c'est qu'après, les raideurs, elles sont installées, mais elles sont installées bien comme il faut. En gros, il faut qu'on arrive à mobiliser nos patients, donc diminuer la douleur, pour réussir à les mobiliser, pour empêcher que la raideur, elle s'installe. Parce que c'est vraiment le truc qui nous embête le plus chez des patients qui ont des SDRC. Donc ça, c'est toujours la même patiente qui m'avait offert du champagne pour me remercier de la rééducation. Regardez donc comment elle se sert de sa main gauche. Vous voyez qu'en fait, elle arrive à peu près à se servir de ses deux premiers doigts parce qu'elle allait mieux. Mais regardez ses trois derniers doigts, ils sont tout raides, ils sont complètement exclus. Donc là, elle allait déjà vraiment mieux, hein. Là, si elle m'offre le champagne, c'est qu'elle avait déjà super bien progressé. Elle m'avait offert un bon champagne en plus, c'était gentil. Il y a également des troubles moteurs, évidemment. Donc, il y a une perte de force, de la faiblesse, comme vous pouvez vous en douter. Il y a même des tremblements. Je vais vous montrer une vidéo juste après, c'est assez impressionnant. Il y a une retard d'initialisation du mouvement, des dystonies, des spasmes. Et la diminution de la force de serrage, elle est quasi constante et elle peut être définitive. Donc, en fait, la séquelle la plus fréquente de vos patients qui ont des SDRC, c'est la perte de force, qui est malheureusement parfois irréversible. C'est la séquelle la plus fréquente. L'autre séquelle la plus fréquente, c'est la raideur qu'on va tenter d'éviter justement en kiné. Mais en gros, quand ils vous disent, bah, est-ce que je vais avoir des séquelles? La séquelle la plus fréquente, c'est ça. Et du coup, on se dit que c'est quand même pas trop catastrophique non plus. Donc, faut les rassurer, en fait, en leur disant, bah, au pire, vous aurez peut-être un peu moins de force qu'avant. Dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se passe. Alors, donc là, vous allez écouter, pareil, donc ce que dit ma patiente. Bah, du coup, essayez de les plier sans vous aider de l'autre main, sans faire de miroir. Ok, donc là, l'index, il y va bien. J'ai besoin de... Ouais. Et là, vous êtes obligé de faire avec l'autre main, du coup? Ouais, l'index Ouais. le fait, mais L'index, il va tout seul et les autres, vous êtes obligé de vous servir de l'autre main. Voilà. Et allez-y, je vous laisse essayer de plier le plus possible. le Et là, majeur, le majeur, il veut pas. il Donc veut là, pas on voit que le majeur, il aujourd'hui. se met en hyperextension au niveau de l'IPP, comme on peut le voir dans les hémiplégies. Donc, le fait de retendre, là, ça fait mal. Ben, Il fait des trucs bizarres. il y en a un qui veut pas. Voilà. Donc là, il y a le, voilà, il y a le majeur qui se remet en hyperextension et il y a l'annulaire qui reste fléchi et il y a le petit doigt qui part sur le côté, qui fait un peu sa vie. Voilà. Et donc là, on peut constater, on va remettre juste les deux mains à plat, s'il vous plaît, comme ça. Ouais, merci. On peut constater quand même qu'il y a une amyotrophie des interosseux, et notamment au niveau du premier interosseux dorsal. Ici, on voit que la main, elle est un petit peu plus maigre à gauche qu'à droite. Donc, vous avez vu, elle est obligée de servir de son autre main pour replier sa main à gauche. C'est une syncinésie, donc c'est une contraction involontaire de son membre supérieur droit, parce qu'en fait, elle comprend tellement rien à sa main gauche qu'elle est obligée de faire avec sa main droite pour essayer de comprendre le mouvement. Et ensuite, vous avez vu, elle a des dystonies, donc c'est pas de la spasticité, parce que c'est pas la définition de la spasticité, mais elle a des espèces de grosses dystonies comme ça, et ça lui fait mal, et elle arrive pas du tout à les contrôler, c'est impressionnant. Et donc, un autre symptôme aussi moteur qui est impressionnant, c'est les tremblements. Regardez chez ce milieu. Tremble comme ça. Donc là, on constate que le patient, il a des dystonies, notamment au niveau des fléchisseurs, ce qui lui engendre des douleurs au niveau des épicondyliens médiaux, à force d'être tout le temps en petit. Là, il a mal en fait. Vous entendez le bruit qu'il a fait là? C'est parce qu'en fait, il a trop mal parce que du coup, ça fait des dystonies toutes seules comme ça. Donc, c'est pas Parkinson, évidemment, vous vous doutez bien. C'est décrit bah, dans la littérature hein, que les tremblements font partie des symptômes du SDRC, donc rien à voir avec Parkinson. Faites attention de bien dire à vos patients parce que j'ai une patiente à qui on a dit qu'elle avait Parkinson parce qu'elle avait des tremblements. Donc un jour, elle vient me voir au cabinet. Déjà, elle pleurait pour son SDRC parce qu'elle était pas très en forme. Elle avait super mal. Une petite mamie trop mignonne et tout. Un jour, elle pleure encore plus. Elle me dit, bah, t'es sadiste, j'ai un SDRC. Puis en plus, j'ai Parkinson. Mon Dieu, mais qui vous a dit ça? Donc c'est le médecin traitant qui a dit qu'elle avait Parkinson juste parce qu'elle avait des tremblements. C'est faux, évidemment. Il y a quand même quelques autres symptômes. Et puis, il a fini de me la déprimer, ma pauvre patiente, déjà, qui n'était pas très en forme. Les autres symptômes qui sont particulièrement intéressants, et moi là c'est là que je me suis dit, ah le SDRC c'est quand même vraiment une pathologie qui est surprenante quoi. C'est les troubles de perception du membre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec vos patients qui avaient des SDRC et leur demander
comment ils perçoivent leurs membres. C'est assez dingue. En fait, il y a jusqu'à 70 à 90% des patients qui ont des troubles de la perception du membre. Donc, ils vont avoir ce qu'on appelle une asomatognosie. Déjà, l'impression que leur membre ne leur appartient pas. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que ma patiente, elle disait c'est la main de Frankenstein ou d'un mort. C'est pas à moi, ce truc-là. Ils disent ce truc-là, hein, c'est impressionnant. Ils ont une héminégligence motrice. Donc, ils ont un manque de mouvement spontané. Ils ont une distorsion de l'image du membre. Souvent, ils ont l'impression que c'est plus grand que ce que c'est en vrai. Ils ont une modification de la perception du poids, de la température, de la position, etc. Il y a rien qui va. Et ils ont l'impression d'avoir le membre qui est détaché du reste du corps, alors qu'ils ont super mal. Donc en fait, ils ont les inconvénients sans les avantages, quoi. Ils ont également un ressenti de dégoût ou de colère et avec parfois des désirs d'amputation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des patients qui ont envie de se couper le membre tellement ils en peuvent plus. C'est pour vous dire une fois de plus leur détresse psychologique aussi des pauvres. Donc bien penser à les questionner sur ces troubles de perception du monde parce qu'en fait ils ont l'impression d'être fous et ils osent pas vous le dire. Il y a par exemple l'échelle de Basse que vous pouvez voir en haut, là c'est l'espèce de petit dessin en haut où on demande aux patients est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous percevez votre membre? Et en fait on dessine en fonction de ce qu'il nous dit. Et donc en règle générale le membre sera beaucoup plus gros que le membre sain, mais ils savent que c'est faux, que le membre il est pas aussi gros que ça même s'il y a de l'œdème. Et des fois ils vont vous dire des trucs de fou comme ma main j'ai l'impression que c'est un crochet de pirate ou une peau de banane qui pend. Vous vous rendez compte? Du coup, ces pauvres patients, c'est des patients à qui on dit l'algo, c'est une maladie psychosomatique, et en plus, eux, ils voient leur main, c'est une peau de banane qui pend. Du coup, ils disent rien parce qu'ils ont peur d'être internés. Ça se comprend, les pauvres. Et en fait, il faut vraiment pas hésiter justement à les inciter à en parler parce ils se sentent super seuls et c'est vraiment très dur pour eux à vivre. Alors, regardez donc du coup ce que ma patiente elle dit par rapport à sa main. Et je trouvais que ma main était très allongée en fait. D'accord, votre main elle était allongée. Ah, vous l'avez jamais dit ça. Ouais, j'ai Ouais, l'impression qu'elle était beaucoup plus grande. elle était plus grande. Donc j'ai D'accord, l'impression qu'on m'avait greffé la main de quelqu'un d'autre. d'accord. Ok, c'est super Mais intéressant ça. j'appelais ça la main de Frankenstein. Donc voilà, elle, du coup, c'était la perception qu'elle avait de son membre qui était quand même aussi très bizarre. Vous imaginez bien quelqu'un qui vous dit ça, vous trouvez ça un petit peu surprenant. Alors, ensuite, donc les autres symptômes, c'est ben d'autres troubles neurologiques centraux, en plus de cette modification de perception, qui sont encore plus surprenants, puisqu'on parle carrément d'héminégligence. Donc je parle pas d'une héminégligence que du membre, je parle carrément d'une héminégligence spatiale. C'est-à-dire que la dame, une fois de plus que je vous ai montré en vidéo, au cabinet, j'étais obligée de la mettre toujours au même endroit, c'est-à-dire dans un angle, avec un mur à gauche et derrière elle, parce que sinon elle savait pas où elle était. C'était un truc de fou. Et donc, quand elle avait pas sa place et qu'elle se retrouvait avec un patient à sa gauche, elle était en panique totale et elle me disait, mais je sais pas où il est et en fait, j'ai peur qu'il me touche. Et elle le voyait pas, c'était un truc de ouf. Et je lui avais fait noter ses rendez-vous aussi sur un papier. Elle m'a tout noté sur le côté. Alors, j'ai oublié de lui faire le test de l'horloge, malheureusement. Et après, ça s'est amélioré, son héminégligence. Mais elle m'a tout noté que sur une partie du papier. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Elle me dit, pourquoi je fais quoi? Et là, je dis, mais c'est pas possible. Le SDRC, ça fait ça. Donc, moi, j'ai commencé à flipper quand elle m'a dit des trucs comme ça, évidemment. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez passé une IRM cérébrale, un truc, enfin, vous pensez pas que vous avez fait un AVC? Enfin, non, je n'ai pas dit ça, pardon. Excusez-moi. Je lui ai dit, est-ce que vous avez passé une IRM cérébrale? Elle m'a dit, est-ce que vous pensez que vous avez fait un AVC? J'ai dit, oui, effectivement, c'est à ça que ça me fait penser. Elle me dit, bah, vous n'êtes pas la seule, j'ai passé une IRM cérébrale, je n'ai rien du tout. D'accord? Donc, en fait, c'est votre SDRC qui va modifier votre cerveau et qui va vous faire des symptômes comparables à ceux d'un AVC. Et donc, il y a même une étude, justement, un article sur ce sujet, où ils ont fait un tableau et ils comparent justement les symptômes des AVC aux symptômes du SDRC. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, il y a un déficit attentionnel des sens, des mouvements, de la représentation. Il y a une autre étude aussi qui dit donc qu'il y a une altération de la perception des stimuli visuels. Donc c'est pour ça que la dame, elle voyait pas ce qui se passait à sa gauche. Et voilà, donc il y a plein d'études qui montrent que les patients qui ont cette pathologie, ils ont des changements corticaux dans la zone atteinte à tel point qu'ils peuvent carrément avoir une héminégligence. Ce sera plus fréquent, comme pour les AVC, quand ça concerne le membre supérieur gauche et donc l'hémisphère droit. C'est comme pour les AVC. Quelle est l'évolution de cette pathologie? Ben, en fait, l'évolution, elle est plutôt pas mal, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est une pathologie qui est hyper impressionnante, mais la grande majorité des patients iront vraiment bien, avec éventuellement la seule petite séquelle dont je vous parlais de diminution de force, qui est quand même pas non plus catastrophique, à part si on fait du crossfit peut-être, ou je sais pas, mais dans la majorité des cas, pour des femmes de 50 à 80 ans, si elles perdent un petit peu de force dans leur membre supérieur, c'est pas non plus catastrophique. Et la plupart des patients vont récupérer dans un délai de 6 à 13 mois. Donc c'est plutôt pas trop long. Mais il y en a plein d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Malheureusement, là, je vous parlais de ma patiente où elle est à plus de 4 ans. Et là, je suis encore en lien avec elle. Elle a fait une petite pause en kiné, là, mais on s'est écrit hier encore. Et là, on est à bientôt 6 ans. Elle a toujours des symptômes. Elle a toujours de la douleur en cours, etc. Dans la littérature, j'avais vu qui disait que ça pouvait même durer jusqu'à 10 ans.
Donc juste, le dites pas à vos patients parce qu'ils vont faire une dépression, d'accord? Donc quand ils vous demandent combien de temps ça dure, vous leur dites, j'en ai aucune idée, mais on va tout faire pour que ça dure le moins longtemps possible. Parce que ça sert à rien de leur dire 10 ans et ils vont paniquer. La grande majorité des patients vont bien en plus. Plus votre SDRC s'il est diagnostiqué tôt, plus les patients ils auront des meilleures chances de récupérer que ceux qui sont diagnostiqués déjà en phase froide. On sait également que élevée de la douleur, c'est un pronostic, un mauvais pronostic malheureusement, donc il faut bien traiter la douleur du mieux qu'on peut. Également la perception négative de la maladie, donc c'est pour ça rassurer vos patients, ça joue énormément dessus. Et une moins bonne compréhension. En fait, moi j'ai même une patiente qui m'avait dit j'ai attrapé un SDRC. J'ai dit mais comment ça j'ai attrapé? Elle dit à l'hôpital j'ai attrapé un SDRC. J'ai dit mais c'est quoi pour vous? Et en fait elle croyait que c'était un peu comme une bactérie. Oui, en fait elle a pas du tout compris sa pathologie, d'accord? C'est normal, c'est hyper compliqué. Déjà nous on galère à comprendre, vous imaginez bien les pauvres patients. Donc vraiment prenez bien le temps de leur expliquer. Comme je vous disais, les facteurs psy aussi, donc qui sont autour du trauma pendant ou après, avec du catastrophisme, des mécanismes de peur évitement, etc. Ça peut contribuer à la chronicité. Ça, on s'en doute, hein, comme n'importe quelle pathologie chronique, bah, plus vous êtes stressé et angoissé, moins ça risque de s'arranger, malheureusement. Et voilà, donc comme je vous dis, c'est 15% des SDRC qui s'améliorent pas après 2 ans. Donc c'est quand même peu de patients, mais il y en a quand même quelques-uns, malheureusement. Et aussi un facteur très très important à prendre en compte, c'est le travail. Vous avez quand même pas mal de patients qui sont encore en âge de travailler. Et en fait, il y a plein de gens qui reprennent, enfin, pardon, pas plein de gens, la majorité d'entre eux reprennent le travail, mais il y en a qui reprendront jamais. Donc vous imaginez les conséquences que ça a sur leur vie. Imaginez là, vous êtes kiné ou bientôt kiné, et puis vous faites une algo, et en fait, vous êtes en reclassement professionnel parce que vous avez trop de séquelles et vous pourrez jamais reprendre votre travail. Franchement, c'est hyper dur pour eux et c'est hyper angoissant. Donc voilà, on essaie vraiment de faire en sorte qu'ils aient le moins de séquelles possible pour qu'ils puissent reprendre leur travail, par exemple. Le diagnostic, il est clinique et en effet, c'est un diagnostic d'élimination, très bien. Sachez qu'il y a beaucoup de médecins et de chirurgiens qui continuent à prescrire des scintigraphies osseuses parce qu'ils aiment bien avoir des examens. Sauf que, en fait, la scintigraphie, pardon, je suis pas allée assez vite, excusez-moi. La scintigraphie osseuse, en fait, on ne sait pas si elle a un intérêt ou pas. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé des patients, quand ils passent une radio ou une scintigraphie osseuse, ils peuvent avoir une déminéralisation osseuse. Sauf que c'est pas systématique. D'accord? Donc, en gros, vous avez un patient qui cliniquement a un SDRC, vous lui faites les critères de Budapest, vous voyez qu'il a un SDRC, et en fait, vous lui faites passer une scintigraphie osseuse, elle est négative. On va lui dire, ah bon, en fait, vous n'avez pas de SDRC. Bah si, il a un SDRC, c'est juste qu'en fait, il n'a pas de déminéralisation osseuse. C'est pas systématique. D'accord? Donc voilà pourquoi la scintigraphie osseuse, a priori, ça sert vraiment pas à grand-chose. Par contre, on peut faire d'autres examens pour avoir un diagnostic différentiel, justement, qui nous permettra de faire notre diagnostic d'élimination. Je vous parlerai juste après du diagnostic différentiel et de toutes les autres causes possibles qui peuvent mimer un SDRC. Donc, on va utiliser les critères de Budapest parce que malheureusement, on n'a toujours pas de gold standard. Donc, ils continuent à essayer de voir comment on peut évaluer ce SDRC, mais on ne sait toujours pas exactement comment faire. Donc, les critères de Budapest, on a une sensibilité qui est bien, 99%, et une spécificité qui est pas ouf, mais bon, ça va à peu près, 68%. En fait, pourquoi la sensibilité, elle est très bonne? Parce qu'en fait, on considère que c'est les critères de Budapest qui définissent la pathologie. Le SDRC, c'est un syndrome. Donc, en fait, ce syndrome, il est défini par un état clinique. Donc, en fait, en gros, vos patients, ils ont ces symptômes-là dans leur état clinique, ils ont un SDRC. D'accord? Donc, par exemple, dire qu'un patient qui n'a pas de douleur fait un SDRC, bah, ça n'a pas beaucoup de sens puisque le principe du SDRC, c'est que ça fait mal, quoi. Ok? Donc, c'est pour ça, on décrit en gros la symptomatologie. Et c'est ça qui nous dit que c'est un SDRC. Donc voilà à quoi ressemblent les critères de Budapest. Donc le premier symptôme, la première question, pardon, c'est la douleur. Il faut qu'il y ait de la douleur pour un SDRC. L'autre question la plus importante, c'est les signes et les symptômes ne sont pas expliqués par un autre diagnostic, donc notre fameux diagnostic d'élimination. Et enfin, après, il y aura la présence signalée par le patient. Puis nous, on fait un examen clinique, des troubles sensoriels, vasomoteurs, sudorimoteurs, excusez-moi, moteurs trophiques, etc., que je vous ai montré précédemment. Ok? Donc, vous, en tant que kiné, vous devez les connaître, ces critères de Budapest. Pas par cœur, on s'en fiche, hein, mais juste vous devez savoir que ça existe, évidemment, parce que on est souvent les premiers à constater cette complication. Pourquoi? Bah, parce que généralement, vos patients, ils vont déclencher des SDRC à 2 ou 3 mois post-traumatiques ou post-opératoires. Et qui voit encore les patients à 2, 3 mois post-opératoires? C'est qui? C'est nous, merci. Ils voient plus les infirmières, des fois ils voient déjà même plus le chirurgien parce qu'ils l'ont vu à 6 semaines, après c'est terminé. En fait, ils voient plus personne à part vous. Alors peut-être qu'ils vont voir leur médecin traitant à tout hasard, mais du coup ce sera un hasard en fait. Donc c'est à vous de savoir reconnaître un SDRC pour pouvoir rediriger le patient. Et attention,
S'il vous plaît, on ne pose pas de diagnostic, d'accord? C'est absolument pas notre rôle. On pose pas de diagnostic, on n'est pas médecin. Donc moi, ce que je fais quand je vois un patient où je suspecte un SDRC, je dis rien déjà. Je vais dire, écoutez, monsieur, madame, c'est bizarre, là, votre main, elle est rouge, elle est gonflée, elle vous fait mal. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Je vais vous passer un petit examen, je vais regarder deux, trois trucs, et puis je vais le transmettre à votre médecin. Parce que je trouve que vous êtes un peu inflammatoire. C'est tout, je dis juste ça. Les critères sont positifs, j'envoie au médecin ou au chirurgien, et puis le chirurgien, le médecin me dit, bah écoutez, je la vois en consulte, ou je le vois en consulte, et voilà. Et c'est tout ce que vous faites. D'accord? Des fois, on est tenté, il faut pas. Parce que si le médecin, en plus, il est pas d'accord avec vous, ça va mettre un gros bazar. Ça m'est arrivé une fois parce que ma collègue m'a supplié de dire à un patient parce qu'on n'arrivait pas à joindre le médecin et tout. Enfin bref. Ça m'est arrivé une fois et c'était catastrophique parce que la médecin n'était pas d'accord avec moi et j'aurais pas dû le faire parce que c'est vraiment pas mon rôle. J'aime bien vous raconter mes erreurs, comme ça vous faites pas comme moi. C'est mieux que de dire tout ce qu'on fait bien. Si ça vous intéresse, du coup, j'avais fait une vidéo sur YouTube où justement je m'étais filmée avec la patiente. Bah, c'est ma petite mamie là justement qui avait les tremblements à qui on avait dit qu'elle avait Parkinson. Donc je fais les critères de Budapest en direct avec elle si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. À votre avis, quand est-ce qu'on va pouvoir effectuer cet examen clinique? C'est l'histoire de délai. Quand votre patient il est censé être cicatrisé, aller mieux, s'il a une douleur qui augmente ou même qui va pas mieux, et puis qu'en plus il y a de la pilosité, on va se poser des questions, on va se dire, oula, ça c'est bizarre. Une douleur qui remonte, juste, on pense bien aux patients qui tombent, par exemple, sur le bras et qui se cassent le poignet, qui se font mal à l'épaule au moment du trauma. Ils n'ont pas une algo, hein, d'accord? Ils ont peut-être juste mal à l'épaule et au poignet. Peut-être qu'ils ont fait une rupture de coiffe en tombant ou j'en sais rien. Par contre, vos patients qui tombent sur le poignet et qui ont mal à l'épaule après, ça, c'est trop bizarre. Ok? Vous leur dites, est-ce que vous aviez mal à l'épaule quand vous êtes tombé? Non, pas du tout. Là, j'ai mal à l'épaule depuis genre la semaine dernière, alors que ça m'est arrivé il y a 3 mois. Ça, c'est très bizarre. Et en fait, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de temporalité définie. Parce que du coup, pour le poignet, on peut dire en effet 3 mois. Quelqu'un qui sera ostéoporotique, qui va se casser le poignet, eh ben, il peut mettre jusqu'à 3 mois à cicatriser. Donc, on se posera pas vraiment la question avant. Par contre, une entorse de cheville, une entorse légère de cheville, bah, c'est plutôt 2 semaines. Et en fait, si votre patient, je sais pas, 3 semaines, un mois et demi, vous voyez qu'il a des douleurs qui augmentent et puis que ça remonte dans le genou et tout, et ben, en fait, on peut déjà se poser la question d'un SDRC. Donc là, ça c'est un article de 2025 qui a été fait écrit par un médecin MPR de Bruxelles, qui s'est intéressé au SDRC très précoce et qui disait que du coup, en fait, on se pose la question à partir du moment où l'évolution ne suit pas le schéma attendu, tout simplement. Brunner et son équipe, ils disaient à partir de 8 semaines post-traumatiques, mais vous voyez, en fait, on peut même se poser la question avant finalement. Voilà, donc là, c'est ce qu'il y a sur la diapo, c'est ce que je viens de vous expliquer à l'oral. Alors, je vais vous parler un petit peu du diagnostic différentiel. On a dit qu'on gardait bien en tête le dernier critère des critères de Budapest, c'est est-ce qu'on a bien exclu toute autre pathologie avant de se poser la question. Il y a plein de causes possibles pour que votre patient, il ait mal plus longtemps que prévu ou plus fort. Bah, en fait, déjà, ça peut être une pathologie locale. Alors, en anglais, ça fait la traduction, ça fait distorsion. Je sais pas vraiment ce que c'est. Je pense que ça doit être un espèce de déplacement secondaire. Une nouvelle fracture, de la pseudarthrose, de l'arthrose, syndrome des loges ou des symptômes induits par l'immobilisation. Ça peut être un problème vasculaire, des artères, des veines, lymphatiques, etc. Ça peut être une maladie du tissu conjonctif. Ça peut être une lésion centrale avec une tumeur spinale. Enfin, il y a plein de trucs. Ça peut être une lésion nerveuse périphérique. Bon, je pense que la tumeur, ça arrive pas souvent. Par contre, la lésion nerveuse périphérique, ça arrive assez souvent. Moi, j'ai déjà eu des patients qui faisaient des fractures de poignet. Et en fait, bah, évidemment, en faisant leur fracture de poignet, ça comprime le canal carpien. Du coup, ils ont un canal carpien secondaire à leur fracture. Tout simplement parce qu'il y a un hématome au niveau du canal carpien, donc ça écrase les nerfs. Et en fait, c'est des patients qui disent, ah, bah, moi, j'avais mal au poignet à la base, et puis maintenant, j'ai mal dans les doigts. En fait, ils ont juste un canal carpien à cause de leur fracture. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez courant. Donc, rassurez-les, vous leur demandez est-ce que ça suit le territoire du nerf médian, c'est-à-dire les 3 premiers doigts plus la moitié du quatrième? Oui. Bon, bah, on va peut-être commencer à faire un petit test clinique en direction du canal carpien plutôt que de parler d'un SDRC. Attention, il y a des chirurgiens ou des médecins qui disent que ça peut être un SDRC sans se poser la question du canal carpien, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai même eu aussi un patient qui a eu un diagnostic de SDRC parce il s'était fait une déchirure du plexus brachial dans un accident de voiture qui était ancien. Et en fait, il avait le bras qui pendait comme ça, et du coup, ça lui faisait une compression bah, des artères et des veines, évidemment, au niveau bah, subclavier, quoi. Et ben en fait, du coup, sa main, elle était enflée, rouge et elle transpirait. Et le premier truc que j'ai demandé, j'ai dit, vous avez mal? Il me dit, non. Bon, bah voilà, c'est pas un SDRC, c'était un trouble vasculaire. Ok. Donc, bien garder ça en tête. Et voilà, et pourquoi pas des tumeurs et tout. Bon, j'avoue que j'ai jamais vu, mais on garde quand même toutes ces possibilités en tête.
Je vous donne juste un autre exemple aussi de bien diagnostic différentiel. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec la fracture de l'extrémité distale du radius. La douleur, l'œdème, l'hypertrichose, rappelez-vous, c'est l'excédent de poils, l'espèce de gros poils de barbe qui pousse. L'impotence fonctionnelle, c'est fréquent après une simple fracture du poignet. D'accord. C'est normal en fait. En fait, c'est fréquent après une simple immobilisation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un plâtre, mais quand on enlève un plâtre, on a des gros poils moches en dessous. Voilà. Bah du coup, c'est peut-être juste ça. Donc, dites pas à vos patients qui ont des gros poils qu'ils ont un SDRC. Ça va peut-être juste s'améliorer quand ils vont rebouger. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette notion d'intervalle libre. Vos patients, ils vont mieux, puis après, ils vont de moins en moins bien, ou alors ils ont des nouvelles douleurs, etc. Ça nous inquiète. L'intensité de la douleur et la localisation à distance du trauma initial. Donc ça aussi, vous allez voir, vous avez des patients qui font des fractures de poignet à qui on dit, là, bah dis donc, vous avez mal, et puis votre main elle est gonflée, puis vous avez des poils et tout, bah ça doit être une algo, alors qu'ils sont genre à 4 semaines post-traumatiques et que c'est pas du tout une algo, hein, c'est juste l'évolution normale de la maladie, de la pathologie initiale. Les facteurs de risque, on les a déjà vus, mais là je vous présente juste les facteurs de risque sur lesquels on peut éventuellement agir. Donc les femmes d'environ 47 ans avec une fracture de poignet. Donc c'est 25% des traumas initiaux qui conduisent à un SDRC qui sont en fait des fractures de poignet, c'est énorme. Donc un quart des SDRC sont dus à une fracture de poignet. On a vu l'immobilisation du membre, une intensité de douleur plus élevée, une réponse inflammatoire et des facteurs psy dus au trauma ou à la chirurgie. Qu'est-ce qui se passe chez les femmes de 47 ans? Bah, elles ont la ménopause. Et du coup, elles ont quoi? De l'ostéoporose. Et donc, elles tombent. Et peut-être que vous, si vous tombez, vous n'allez pas vous casser le poignet. Elles, quand elles tombent, elles se cassent le poignet parce que elles ont des os qui sont friables. Et en fait, la fracture de l'extrémité distale du radius, c'est la deuxième fracture la plus fréquente chez les patientes ostéoporotiques, juste après le col du fémur. Et ça se barre un petit peu avec les vertèbres, avec les tassements vertébraux. Donc voilà, on se rend compte que les femmes ont beaucoup plus de SDRC que les hommes parce qu'en fait, elles font beaucoup plus de fractures de poignet. Mais genre vraiment beaucoup plus, quoi. Donc CQFD, les femmes sont pas hystériques ou je ne sais quoi, c'est juste qu'en fait, elles ont des os qui cassent et que les fractures de poignet, c'est la première cause de SDRC. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup peut-être pour limiter les SDRC? Bah, peut-être prévenir un petit peu plus l'ostéoporose. En France, on n'est pas super doué pour prévenir l'ostéoporose. Il y a des pays où ils font vachement plus attention que nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, un apport en vitamine D, du calcium, de l'activité physique, une exposition au soleil, donc raisonnée évidemment pour pas avoir un cancer de la peau non plus. Mais voilà, en fait, il suffit peut-être de faire ça et peut-être que si on avait bien une bonne communication pour toutes les femmes qui sont ménopausées, bah, il y aurait peut-être déjà moins de SDRC parce qu'il y aurait moins de fractures. Ça, c'est très général. L'autre cause possible, c'est l'immobilisation. Pourquoi nos patients qui ont des SDRC sont immobilisés? Ben, en fait, quand vous êtes immobilisé, il va y avoir tout de suite une perturbation des réseaux corticaux. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur cette IRM fonctionnelle, je vais vous montrer avec le pointeur. Là, ça c'est une IRM fonctionnelle du coup avant une immobilisation. Et là, ils ont immobilisé un patient complètement pendant 5 jours. Eh bien, regardez la représentation de leur corticale du membre, elle est toute petite. D'accord? Donc en fait, dès que vous immobilisez un patient, le cerveau, il diminue l'aire corticale du membre. En fait, il se dit qu'il en a plus besoin. Du coup, il dégage le membre. Donc en fait, après, on enlève l'immobilisation, puis le cerveau, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pourquoi il faut éviter d'immobiliser les patients, ou alors limite vraiment immobiliser que l'articulation concernée. Et dès que c'est cicatrisé, il faut l'enlever. Faut pas mettre des immobilisations pour rien. Le nombre de patients que j'ai qui sont immobilisés pour rien, je comprends pas. On immobilise au cas où, ouais, super, comme ça, t'as une algo alors que t'avais presque rien à la base, super. L'autre problème aussi, c'est les immobilisations qui sont inconfortables, et notamment des plâtres ou des résines qui sont trop serrées, qui sont inconfortables. Le patient, il souffre le martyre dans son immobilisation. Bah, du coup, peut-être qu'il faut essayer de réfléchir à voir que les immobilisations soient confortables pour les patients pour éviter qu'ils déclenchent une algo, parce que c'est quand même pas très compliqué de revoir le patient 2, 3 jours après et lui demander est-ce que vous êtes confortable dans votre plâtre, est-ce que vous avez des points d'appui ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça pourrait être une cause du SDRC. L'autre cause, c'est une intensité de douleur plus élevée dans la semaine suivant le traumatisme initial ou la chirurgie. Je vous disais, la douleur, c'est personnel, c'est multifactoriel, c'est hyper compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est que nous, en tant que professionnels, on doit tout mettre en œuvre pour tenter de soulager nos patients. Et surtout, faut jamais, jamais qu'on ait d'a priori, d'accord? Parce que ça existe, malheureusement, bah, d'ailleurs, il y a la discrimination particulièrement envers les femmes, où on donne moins d'antidouleurs, par exemple, aux femmes que aux hommes sur des pathologies, des douleurs chroniques, par exemple. On va donner plus d'anxiolytiques aux femmes et plus de morphine aux hommes. Voilà. Donc les femmes, elles ont quand même pas de bol, donc c'est peut-être pour ça qu'elles vont encore plus de SDRC aussi. Quand vos patients ils vous disent qu'ils ont mal, même s'ils se sont coupés avec du papier, on s'en fout, on les croit, d'accord? Peu importe en fait la cause de la douleur initiale, s'ils vous disent qu'ils ont mal, c'est qu'ils ont mal, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser, on s'en fiche, il n'y a pas à se dire bah, vous avez mal juste pour ça.
peu importe, ils ont mal, on leur propose un traitement antidouleur. Donc les médecins évidemment, et puis nous en tant que kiné, on va tenter de les accompagner le mieux possible. Donc vraiment, posez-vous cette question quand vous êtes avec vos patients, avant qu'ils fassent un SDRC, en post-opératoire immédiat ou en post-traumatique immédiat. Est-ce que vous mettez tout en œuvre pour soulager la douleur? Ou est-ce que vous dites, bon, bah là, il a un peu mal, mais ça va, ça dure pas longtemps, et puis il a qu'à prendre sur lui? Bah, il faut pas. Faut pas faire ça, d'accord? Parce que du coup, notamment en rééducation de la main, avant, on faisait les gros bourrins et on faisait pleurer les patients, on trouvait ça normal. Il y a 20, 30 ans. Maintenant, c'est fini. Il y a carrément une étude donc par Birklen et Mosley qui disait que une douleur supérieure à 5 sur 10 est un drapeau rouge pour développer un SDRC, et notamment les 72 premières heures post-opératoires ou post-traumatiques. Donc, il faut bien que vos patients ils prennent leurs médicaments antidouleurs et il faut que vous y alliez doucement, doucement, doucement. Donc, à votre avis, est-ce que le kiné il peut déclencher un SDRC ou pas? Bah ouais, si vous faites les gros bourrins, vous pouvez déclencher un SDRC. Moi, il y avait une kiné qui m'avait raconté qu'elle avait fait, elle était sportive de haut niveau, elle a fait un SDRC parce qu'elle s'est fait opérer des croisés. Et à l'époque, on était encore hospitalisé. Et le kiné, tous les matins, il venait sur son genou pour lui plier son genou. Il mettait tout son poids et elle tombait dans les pommes tous les matins. Excellente idée, mec. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo de Neymar, là, où il y a les kinés qui lui montent dessus, là. N'importe quoi. Bah, si vous voulez faire un SDRC à vos patients, je pense que c'est très bien de faire ça. Les antidouleurs, attention, attention, les antidouleurs, et surtout les 72 premières heures post-op. Et nous, en kiné, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on communique avec nos patients, d'accord? Demandez-leur s'ils ont mal ou pas. Et en fait, vous attendez pas que ce soit eux qui vous le disent, d'accord? Vous leur dites, est-ce que ce que je vous fais là, ça vous fait mal ou pas? Parce que très souvent, ils vont vous répondre, oui, mais je supporte. Oui, mais vous supportez combien? Vous avez mal combien sur l'échelle des 0 à 10? Ils vont vous dire, j'ai mal 8 sur 10. Non, 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 c'est mort, on fait pas ça, d'accord? Là, on va vous déglinguer. Et je dis, faut pas avoir mal parce que vous avez pas bien cicatrisé. Je leur parle pas d'algo parce que sinon, je les fais flipper pour rien. Je leur dis, faut pas que vous ayez mal, faut que la rééducation soit supportable, d'accord? Et donc, demandez-leur, parce que vous allez avoir plein de patients qui vont vous dire, c'est le no pain, no gain. Si j'ai pas mal, je vais pas progresser. Et du coup, ils prennent sur eux la douleur. Et des fois, vous les voyez, ils ont les larmes aux yeux, ils ont les sourcils froncés, ils sont comme ça, ils sont au bout de leur vie. Vous leur dites, mais dites-le moi, quoi. Et en fait, ils vous le disent pas. Donc, demandez-leur. Allez, je vous présente juste ce petit truc. Là, j'avais fait une présentation au congrès du GEMSOR où j'avais demandé aux patients, selon eux, quelle était la cause de leur SDRC. Bah, vous voyez, bah, j'avais que 33 réponses. Mais la première réponse, c'était immobilisation douloureuse. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez simple à éviter. On arrive justement à ce que tu disais, je ne sais pas ton nom, mais on arrive justement à ce que tu disais sur les anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur la réponse inflammatoire exagérée? Eh bien, il y aurait des études qui disent que c'est intéressant, d'autres qui disent que non. Ce serait de la cortisone à haute dose dans les formes de SDRC débutantes. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est une espèce d'inflammation bizarre qui est pas censée être là. Et ben du coup, on peut tester chez des patients qui commencent à avoir des symptômes bizarres. C'est des patients, ils vont bien, ils sont chez vous, ils vont bien, puis d'un coup, ils commencent à aller moins bien, et vous dites, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, vous pouvez leur parler de la cortisone, hein, en accord avec le médecin, évidemment, c'est pas vous qui le prescrivez, mais il y a beaucoup d'effets secondaires, on n'est pas sûr que ça marche. Mais moi, personnellement, si on me suspectait à un début de SDRC, on me dit, bah écoutez, vous prenez de la cortisone, vous allez avoir mal au ventre, vous allez vomir et tout, mais c'est pour empêcher d'avoir un SDRC pendant des années, moi je prends la cortisone, même si je suis pas sûre que ça marche. Mais bon, dites-le bien aux patients parce qu'il faut qu'ils soient au courant et qu'ils puissent faire ce choix éclairé en ayant toutes les informations. Donc ça pourrait marcher, mais on n'est pas sûr. En fait, le principe de la cortisone, c'est de faire comme s'il y avait un feu qui prenait dans la pièce. Et du coup, on va essayer d'éteindre le feu tout de suite avant qu'il soit diffusé partout. Par contre, une fois que c'est diffusé partout, ça marche plus. Non, ça marche pas non plus, ouais. En fait, bah du coup, c'est diffusé partout. Contrairement à, par exemple, tu as de l'arthrose, je sais pas, à l'IPP. Du coup, tu veux infiltrer, ça marche. Mais si tu fais une infiltration parce que tu as mal à l'IPP, mais que tu as mal sur tout le corps, en fait, il faudra infiltrer tout le membre et c'est pas possible. Il y a d'autres traitements interventionnels qu'on peut proposer. Mais en gros, les anti-inflammatoires, c'est vraiment au tout début et après, c'est trop tard. Et enfin, donc l'autre chose sur lesquelles on peut agir, c'est les facteurs psy. On a dit que vous avez des patients qui peuvent être anxieux, dépressifs, stressés par rapport à leur traumatisme ou leur chirurgie. Il faut les repérer, ces patients. Et si vous voyez qu'ils vont pas bien, vous leur dites peut-être que vous pourriez voir quelqu'un pour vous aider à vivre ce traumatisme. Des fois, ils vont pas bien avec des trucs pas graves, hein. Vous avez des patients, ils tombent, ils se pètent le poignet, et ils sont en panique totale. D'accord? Et pareil, on les juge pas, on s'en fiche, on sait très bien que les fractures de poignet, c'est pas grave, peu importe. Ils sont en panique totale, il faut les accompagner, il faut les aider. Donc voilà, ça pourrait peut-être empêcher un SDRC. Donc vraiment rassurer les patients, c'est la base de notre métier, j'espère que vous le faites déjà d'ailleurs, mais rassurez-les, surtout pour des pathologies comme ça où le pronostic est évidemment très bon, une fracture de poignet, généralement ça va très bien.
Autre prévention possible, c'est la vitamine C. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler aux patients qui se font opérer, par exemple, de la cheville, du genou, de la main, du coude, etc. On leur donne de la vitamine C. Pourquoi donc? Bah, a priori, ça aurait un espèce de rôle un petit peu anti-inflammatoire en prévention. Bon, en fait, on n'est pas du tout sûr que ça marche. Sauf que cette méta-analyse, du coup, a indiqué que le niveau de preuve est faible, mais il y a quasiment pas d'effet secondaire. Il faudrait prendre plus de 33 grammes par jour pour avoir des effets secondaires. Faut y aller. C'est pas cher. Et donc, 50 milligrammes par jour, pendant 50 jours, réduirait de moitié le risque de SDRC. En fait, on n'est pas sûr que ça marche, mais au pire, si ça marche pas, on s'en fout. C'est pas très grave. Et enfin, donc, dernière chose pour prévenir un SDRC, c'est essayer de voir s'il n'y a pas une gêne qui découle de la chirurgie. Et je pense notamment au matériel d'ostéosynthèse. Je ne sais pas si vous voyez du coup sur cette radio. Ça, c'est une dame qui est venue me voir avec une fracture donc de la tête radiale à 5 semaines post-opératoire, qui revoit son chirurgien pour sa consulte de contrôle. Et elle me dit, oh là là, bah, je suis chez vous parce que mon chirurgien m'a dit que j'avais un SDRC. J'ai cherché SDRC sur YouTube, je suis tombée sur votre vidéo, puis vous habitez à côté de chez moi. Bon, bah ça tombait bien. Du coup, elle est venue chez moi à 5 semaines. Je fais, quoi, 5 semaines? L'air de dire déjà, qu'est-ce que vous faites là? C'est un peu tôt. Et elle monte sa radio, et je me dis, bah attends, je suis pas chirurgienne, mais quand même, je vais essayer de vous zoomer. La chirurgienne, est quand même, il y a un truc un peu chelou. Elle me disait, j'ai extrêmement mal en pronosupination. Donc, je sais pas si vous voyez ça. Elle est un petit peu longue, cette vis. Donc, j'ai demandé à un pote chirurgien, j'ai dit, mais t'en penses quoi de la vis de la dame? Il me dit, bah, elle est trop longue. Donc, en fait, elle avait très très mal en pronosup parce que sa vis, elle frottait sur le cartilage de la radio ulnaire proximale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Pour empêcher l'algo, on fait quoi? Bah, faut enlever la vis. En plus, il lui restait une semaine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut 6 semaines de cicatrisation pour la tête radiale. On vire la vis et elle fera sûrement pas d'algo. Par contre, si vous la laissez, c'est une épine irritative. Et cette dame, elle aura tout le temps mal. Elle ira jamais mieux. Et donc, son chirurgien, au lieu de lui enlever la vis, il lui a dit qu'elle faisait une algo parce que c'est quand même mieux que de se remettre en question. Voilà. Du coup, je dis pas que tous les chirurgiens sont comme ça, mais juste, évidemment, il y a plein de chirurgiens qui sont très bien, mais juste, faut toujours se méfier parce que, comme partout, il y a des cliniques qui sont pas bien non plus, hein, c'est tous les métiers. Voilà, on reste critique, et puis voilà, même si c'est compliqué de dire du mal d'un chirurgien, là, je lui ai quand même dit, écoutez, madame, allez voir quelqu'un d'autre parce que ça me paraît quand même bizarre votre truc. Il a enlevé la vis, elle allait très bien. Maintenant, je vais vous parler donc de la prise en charge du SDRC. On rentre dans le vif du sujet. Donc, déjà, sachez que pour vous, en tant que kiné, la prise en charge d'un SDRC léger ou moyen par un kiné de ville, en gros un kiné libéral, c'est possible. Mais il faudra renvoyer vers une équipe pluridisciplinaire, donc avec une prise en charge, par exemple, avec des neurologues, des psys, etc., dans des situations plus sévères ou quand on voit pas d'amélioration à partir de 2 mois, alors que ça fait déjà 2 mois qu'on a commencé le traitement. Nos patients sont censés aller mieux. Donc les guidelines, selon Gobel, donc Gobel c'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément d'études et de recherches sur le SDRC. Il dit qu'en fait la prise en charge pour le SDRC c'est l'éducation thérapeutique, soulager la douleur, la réadaptation physique, donc la kiné, et la prise en charge psychologique si besoin. Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir. Donc pour le traitement médical, ben malheureusement il n'y a pas de traitement médical anti-SDRC. C'est-à-dire que par exemple vous avez une infection, on vous donne des antibiotiques. Vous avez un SDRC, il n'y a pas d'anti-SDRC, d'accord? Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sauf que les traitements qui visent à soulager la douleur ne sont pas toujours efficaces dans la SDRC parce que c'est des douleurs neuropathiques. Et les douleurs neuropathiques, on galère à les soulager. C'est très très compliqué, donc on fait ce qu'on peut. D'autant plus que du coup, on va parfois utiliser des molécules qui sont quand même vraiment costauds. Je vous en parle juste après. Et donc, il faut être sûr que ça soulage le patient pour pas que ça altère sa qualité de vie pour rien. Les antalgiques les plus fréquemment utilisés, ça va être le paracétamol, les opioïdes faibles, les patchs de lidocaïne, bah, c'est tout simplement les patchs anesthésiants. C'est pas mal parce que ça fait peu d'effets secondaires, donc c'est cool, c'est anesthésie, c'est des espèces de grands patchs hein, qu'ils peuvent mettre. Ça fait une petite anesthésie locale, si ça soulage, c'est mieux que de se prendre plein de médicaments. Les antidépresseurs et les antiépileptiques pour leur action sur les douleurs neuropathiques. Expliquez-le à vos patients, s'il vous plaît, parce que quand ils ont des antidépresseurs, ils vous disent, moi, je prends pas les antidépresseurs parce que je suis pas fou. Ma maladie, elle existe. Mais oui, on sait qu'elle existe, c'est pour vos douleurs neuropathiques et c'est un détournement du médicament, de la molécule initiale. Comme les antiépileptiques, ils savent très bien qu'ils sont pas épileptiques, d'accord? Donc, expliquez-leur bien que c'est pour les douleurs de type neuropathique. Les anti-inflammatoires, une fois que le SDRC, il est là, on a dit que ça servait pas à grand-chose. Donc la cortisone sur les SDRC débutants et les anti-inflammatoires non stéroïdiens type kétoprophène, etc. A priori, ça sert à rien. Un petit mot rapide parce que c'est pas le but de cette présentation, mais juste là, c'est ce que j'ai lu quand même assez récemment dans la littérature sur les nouveaux traitements qui peuvent être mis en place.
Le magnésium, donc là, c'est vraiment une étude très très récente, pilote sur 10 patients. Apparemment, en intraveineux, ça avait l'air de soulager un petit peu la douleur. Les bisphosphonates, donc là, il y a quand même pas mal d'études là-dessus, qui pourraient réduire la douleur à court, moyen et long terme. La kétamine, quand je vous disais qu'on peut prescrire des trucs assez costauds, bah, la kétamine, vous imaginez bien que c'est costaud. C'est quoi la kétamine? Anesthésiant pour cheval. Donc, quand vous filez de l'anesthésiant pour cheval à des humains, ça fait des sacrés effets. Alors, c'est fait en milieu hospitalier et tout, etc., avec une grosse surveillance, évidemment. Mais, enfin, voilà, ça fait des hallucinations, des trucs comme ça. Donc, vous imaginez bien qu'il y a plutôt intérêt à ce que ça soulage le patient, parce qu'en termes d'effets secondaires, ça y va. Et l'immunothérapie, bah, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, donc en disant que le SDRC, ça peut être une maladie éventuellement auto-immune. Et donc, il y a plusieurs molécules. En tout cas, ça permettrait de diminuer l'inflammation, une fois de plus, et donc ça pourrait réduire la douleur et améliorer la fonction. Donc voilà, je pense que le traitement du SDRC va quand même de plus en plus se diriger vers justement cette action sur le processus auto-immun. Les traitements interventionnels qu'on va pouvoir proposer à nos patients, si on n'arrive pas avec nos traitements conservateurs, nos patients ils ont toujours hyper mal, malgré les médicaments, malgré la kétamine et tout ça. On va peut-être essayer de faire d'autres trucs. Donc pourquoi pas les blocs sympathiques? Les blocs sympathiques, du coup, c'est une piqûre d'anesthésiant à proximité des nerfs sympathiques qui serait responsable de la transmission de la douleur au niveau de la moelle épinière. Et en gros, ça bloquerait les signaux douloureux. Ça permettrait même d'améliorer la vascularisation. Là, on va passer à un level au-dessus, les stimulations médulaires. Une stimulation médulaire donc bah, permanente, en fait, c'est comme si on vous mettait un TENS, en fait, au niveau de la moelle épinière directement. Donc, c'est une neurochirurgie, par exemple, au niveau cervical. À votre avis, ça peut être quoi le problème d'une neurochirurgie au niveau cervical? Ça peut être quoi la complication? Bah, une grosse complication qui fait flipper. Tétra, ouais, tétra, accessoirement. Donc du coup, je dis ça en rigolant, mais en vrai c'est horrible. Enfin, bon, j'espère que ça arrive pas trop souvent. C'est vraiment pour des SDRC qui vont pas bien du tout, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous prenez le risque de rendre votre patient tétraplégique, c'est qu'il faut vraiment que vos patients ils n'en puissent plus, ok? Donc plutôt à partir d'un an. Juste il y a des études aussi récentes là sur la stimulation des ganglions de la racine dorsale. Apparemment c'est un petit peu, il y a des meilleurs résultats que la stimulation conventionnelle classique. Bon, ça c'est des trucs de neurochirurgiens que j'avais vu au congrès du GEMSOR. Et la chirurgie, on en a déjà parlé, en cas d'épine irritative, ben, s'il y a un matériel d'ostéosynthèse qui gêne, il faut l'enlever. Et les chirurgiens qui vous diront, là, la vis, elle est trop longue, mais le patient, il fait un SDRC, donc je lui enlève pas. C'est comme si vous marchiez avec un caillou dans la chaussure. Faut enlever le caillou, nom de Dieu. Enlevez-moi ce truc qui gêne. Ils vont jamais aller mieux, sinon. Donc, évidemment, faut les opérer. Et enfin, donc, le traitement kiné. Je me dépêche. Donc le traitement kiné, en fait, ça va être simple pour vous à comprendre le traitement kiné parce que ça découle de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc ça va pas mettre 10 000 ans non plus. Mais je veux quand même juste vous montrer la vidéo de ce monsieur qui est venu me voir et je comprenais pas ce qu'il avait. Donc ce monsieur, il était comme ça. Il était gamin à côté. Donc ce monsieur, quand il pliait la main, il était comme ça. Il avait des doigts tout raides et tout, comme ça. Et je dis, bah, trop bizarre, sa main, on dirait qu'il a fait une algo. On dirait qu'il fait une algo. Il vient me voir et je lui dis, bah, est-ce que vous avez mal? Il me dit non. Bah, je sais pas, je comprends pas alors. Enfin, ça ressemble vraiment grave à une algo. Et je lui dis, vous avez mal? Il me dit, bah non, j'ai pas mal. Et après, je lui dis, mais vous avez déjà eu mal? Il me dit, mais oui, mais en fait, je me suis fait enlever c'est un monsieur qui a été dialysé. Et en fait, sa fistule s'était infectée au niveau de son avant-bras. Et du coup, il a fait une surinfection de sa fistule. Et après, il a fait un SDRC après. Et du coup, ce monsieur, il est venu me voir un an après. Et donc, il m'a dit, bah, j'ai eu mal, mais il y a quelques mois, et là, c'est fini. Donc, en fait, c'est un monsieur qui a fait un SDRC et qui a jamais eu de soin de kiné. Donc le SDRC, c'est tout le temps surdiagnostiqué parce que du coup, on n'enlève pas les diagnostics différentiels. Et ce monsieur qui avait tous les signes, bah, malheureusement, on l'a pas vu. Et donc, il est venu me voir bah, trop tard, quoi. Malheureusement pour lui, en fait, il est venu me voir, moi, je pouvais plus rien faire. Et donc, vraiment, vous pouvez comprendre que le but de la kiné, c'est d'empêcher justement ce type de séquelles. Vous avez vu comme il est raide? Pardon, excusez-moi. J'essaie de vous montrer. Voilà. Regardez, il a tous ses doigts qui sont une espèce de col de cygne bizarre. D'accord? Donc, quand les patients font pas de kiné, ils peuvent finir comme ça. Donc, voilà aussi l'importance de votre rôle. On veut essayer d'empêcher ça. Et ce monsieur, il n'y a plus rien à faire. Enfin, je lui dis pourquoi pas d'essayer de se faire opérer pour faire des ténoirs arthrodis pour essayer de libérer toutes ses articulations. Je pense que c'est une chirurgie hyper lourde. Et il m'a dit non, mais non, c'est mort, je vais pas me faire opérer de tous les doigts. Tant pis, je reste comme ça. Donc voilà, c'est triste, ça fait de la peine parce que c'est un monsieur quoi, avec qui on aurait sûrement pu faire des choses très intéressantes et il se retrouve avec une main qui est vraiment très peu fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait en kiné? Alors, ce qui est très intéressant, et moi c'est pour ça que j'aime bien cette pathologie aussi, c'est qu'en fait le kiné il est au cœur du traitement. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est très très valorisant pour nous. En fait, le principal traitement du SDRC,
c'est la kiné. Et ça fait plaisir. Parce que déjà, on sait qu'une rééducation précoce est susceptible de raccourcir le temps de souffrance des patients, et aussi parce que vous avez vu que là, dans le traitement médical, il n'y a pas de solution en fait. Le traitement médical que je vous ai montré, c'est pas une solution à SDRC. Donc nous, ce qu'on va faire en tant que kiné, c'est qu'on va empêcher l'apparition de séquelles irréversibles, donc notamment la raideur. On va restaurer la fonction, on va soulager le patient, et aussi ce qu'on va faire, qui est très important, qui fait vraiment partie de l'arsenal thérapeutique, c'est de créer une alliance thérapeutique et de rassurer le patient. En fait, ça fait partie du traitement, comme dans toutes les pathologies, mais là encore plus parce que les patients, en plus, ils comprennent rien de ce qui leur arrive, et donc ils ont vraiment besoin de se sentir épaulés. Les facteurs psy seraient responsables en grande partie du pronostic et de la durée de la maladie. Donc plus vous rassurez vos patients, plus ils seront susceptibles de faire un SDRC court, un SDRC qui est pas très grave, enfin moins grave en tout cas. Donc là, je vais vous démontrer tout de suite les étapes du traitement qu'on propose aux patients. Donc il y aura l'éducation thérapeutique, le traitement entre guillemets périphérique, ce qu'on va proposer au niveau du membre, le traitement central et la rééducation avec la rééducation corticale, et enfin l'activité physique globale qui a un fort intérêt. Comme je vous dis, cette pathologie, elle est mal connue, son traitement aussi. Je peux pas vous dire que ce que je fais, c'est incroyablement, superbement 100% ABP, parce que les études que j'utilise pour vous faire cette démonstration sont pas de très bonne qualité, juste parce que ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas les études de très bonne qualité, et pourtant il y en a énormément. Vous tapez CRPS sur PubMed, vous allez voir que il y a ce qu'il faut, et en fait, il y en a aucune qui est d'excellente qualité. Donc, comme je vous disais, c'est pas parce qu'il n'y a aucune étude de bonne qualité qu'on va pas essayer de faire un truc le mieux possible. Donc, moi, je vous propose un kit de techniques pour accompagner vos patients, et puis peut-être qu'un jour on trouvera des choses qui sont plus efficaces, mais là, c'est en l'état actuel de la littérature. Alors, l'éducation thérapeutique, faut que vos patients et leur entourage, c'est très important de d'éduquer l'entourage parce que l'entourage, il comprend rien. Vos patients qui se cassent le poignet et qui ont mal pendant 5 ans, l'entourage, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive quoi? Enfin, c'est pas possible. L'employeur, vous imaginez bien, vous cassez le poignet, vous faites une fracture du radius, vous êtes en arrêt maladie pendant 5 ans. L'employeur, il dit mais c'est n'importe quoi, c'est du bénéfice secondaire, machin, gna gna et tout. Alors que non, c'est une maladie comme une autre. Donc, il faut expliquer le diagnostic du SDRC, sa causalité, l'évolution naturelle, les signes et les symptômes, les objectifs de traitement, l'importance que le patient soit actif dans sa prise en charge, évidemment, et le fait que le pronostic est généralement bénin. La grande majorité de vos patients y auront bien vraiment insisté sur ça. Vous leur dites, OK, vous avez un SDRC, mais il y a de fortes probabilités que ça aille très bien dans quelques mois. Bon, voilà. Vous dites, c'est une histoire de probabilité, soyez pas trop sûr de vous non plus. Euh, Ça, c'est une fiche justement pour l'éducation thérapeutique qui a été rédigée par la SFETD, donc c'est la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui est très bien faite. C'est une fiche très simple que je trouve très bien faite. Sauf que vous avez vu, là, ça fait longtemps que je vous parle du SDRC. Vous êtes kiné, vous avez déjà des connaissances en théorie sur cette pathologie, et j'ai quand même du mal à vous expliquer tout ça parce que c'est long et compliqué. Donc ça résume pas tout. Donc j'ai fait une vidéo qui dure plus d'1 heure, je crois, à destination des patients. Donc c'est cette vidéo-là que ma patiente elle a vue, où j'ai essayé de tout expliquer de manière vulgarisée. Je peux vous dire que j'ai galéré parce que d'expliquer déjà à des professionnels de santé, c'est compliqué. Alors imaginez à des patients. Donc ça, c'est un petit cadeau pour vous quand vous avez des patients. Ils vous appellent pour vous dire qu'ils ont un SDRC. Je leur dis, bah, avant de venir à la séance, regardez cette vidéo. Déjà, au lieu de regarder n'importe quoi sur Internet, parce que des fois, il y a n'importe quoi. Regardez la vidéo. Je réponds, en gros, c'est quasiment la même conférence que ce que je vous ai fait là, mais pour les patients. Et ça répondra à la grande majorité de vos questions. Et évidemment, si vous avez des questions, on y répondra pendant la séance. Donc voilà comment je fais. Je sais plus qui m'a demandé tout à l'heure. Je crois que c'est toi qui m'as demandé, parce que sinon, c'est trop long. Donc voilà, j'explique, je pense que c'est à peu près clair. La plupart de mes patients étaient contents de cette vidéo parce qu'en plus je l'ai faite en me basant sur le fait que c'était des questions qui revenaient le plus souvent. Bah, j'y réponds dans cette vidéo. Donc c'est vraiment les questions des patients et non pas des professionnels de santé. Donc voilà pour ce qui est de l'éducation thérapeutique. Pour ce qui est de la rééducation périphérique, donc là, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du membre en lui-même? Eh bien, déjà, on a dit qu'on essaie de soulager la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour soulager la douleur? Simple, du TENS. Évidemment que c'est absolument pas miraculeux le TENS, mais on prend tout ce qu'on peut, parce qu'on galère tellement à soulager la douleur que le moindre truc on prend. Donc du TENS, comme vous le savez très bien, c'est du gate control, ça a un effet limité dans le temps, mais vos patients, si ça peut les soulager ponctuellement, et même en vrai, ils disent faut pas le faire trop longtemps parce que sinon il y a de l'accoutumance et tout. En fait, vos patients, ils vont tellement mal qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc s'ils le font toute la journée, bah tant pis, parce qu'ils souffrent tellement que on essaie de faire ce qu'on peut. La thermothérapie, donc ça permet de lutter contre la douleur, mais on fait attention parce qu'un excès de chaud ou de froid, ça peut faire l'effet inverse, ça peut faire de la nociception. Et du coup, pour reparler des bains écossais, donc je sais pas si vous connaissez les bains écossais ou pas? Oui, je sais pas, le protocole, ça doit être chaud 1 minute, puis froid 1 minute, puis bien finir par le froid ou je sais pas quoi.
Ok, vous avez vu la complexité de la pathologie avec des modifications corticales. Vous pensez que de mettre la main dans l'eau chaude et dans l'eau froide, ça guérit? Non, ça ne guérit pas, évidemment. Donc ça sert à rien, c'est un placebo. Si vos patients font des bains écossais parce que le chirurgien a dit que les bains écossais c'était trop bien, et qu'il le fait et qu'il vous dit oh, c'est super, ça me fait trop du bien, vous ne dites rien, d'accord? Vous dites ah, génial, c'est trop bien les bains écossais. À partir du moment où ça n'empêche pas la rééducation, à partir du moment où c'est pas des croyances qui vont l'empêcher, par exemple, de se mobiliser, de faire de la thérapie miroir ou des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Ça posera problème s'il vous dit qu'il y a que les bains écossais qui guérissent l'algo. Là, on est embêté par contre. Et par contre, il y aura des patients qui vont pas du tout supporter les bains écossais parce qu'il y a des grosses modifications justement de température et il y en a à qui ça va faire mal. Donc si ça leur fait mal, vous leur dites d'arrêter tout de suite et que ça sert à rien. D'accord? Donc moi j'ai des discours qui varient en fonction de mes patients, donc ils font leur bain écossais et il y en a à qui je dis de continuer de le faire et d'autres à qui je dis bah arrêtez, ça sert à rien. Ok? Donc les croyances, ça peut être nos amis aussi, tant que ça limite pas la rééducation et le traitement. Et ça, je pense que c'est valable pour toutes les pathologies. Et ensuite, l'apprentissage de stratégies de gestion de la douleur, bah, tout ce qui est relaxation, hypnose, sophrologie, aider le patient à fractionner ses activités, tout en gardant l'objectif de rester vraiment mobile et d'utiliser son membre le plus possible. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce qui m'est déjà arrivé de dire à mes patients, c'est ils me disent, la vaisselle, quand j'ai un évier plein, la vaisselle, j'arrive à la faire 2 minutes, puis au bout de 2 minutes, j'en peux plus, elle est trop mal. Et je dis, bah, faites la vaisselle 1 minute 30. Vous faites une pause et puis vous recommencez. Bon bah voilà, comme ça ils se servent de leurs mains, ils font une activité de la vie quotidienne. C'est pas très fun, ils peuvent peut-être faire un truc plus fun, mais en tout cas, ils continuent à se servir de leurs mains. Ça, c'est vraiment top. Donc après avoir tenté de soulager la douleur comme on peut, alors il y a le massage aussi évidemment, ça rejoint le TENS avec le gate control, donc c'est pas incroyable, mais on fait ce qu'on peut avec nos patients. Je masse quasiment jamais mes patients, j'ai qu'une seule patiente que je masse, c'est la dame que vous avez vue, c'est pour la consoler parce qu'elle a tellement mal qu'elle me fait de la peine et du coup je fais du massage. C'est la seule de tous mes patients que je masse. À part du massage cicatriciel, mais ça c'est pas la même chose. Ensuite, on va mobiliser le membre. Donc, vraiment, la recommandation, c'est de ne surtout pas immobiliser le membre. Donc, vos patients qui ont des SDRC, ils vont arriver chez vous des fois avec des attelles et ils sont comme ça. Et du coup, ils bougent plus. Ils ont leurs bras, ils sont comme ça. Ils disent, ah, mais il y a que comme ça que j'ai pas mal. Oui, mais en fait, vous irez jamais mieux parce que du coup, si vous immobilisez votre membre, vous continuez à l'exclure et plus vous allez l'exclure, plus ça modifie au niveau cortical. Je vous expliquerai ça de manière un peu plus approfondie après. Donc, au contraire, il faut mobiliser le patient le plus tôt possible et le plus fréquemment possible pour sortir de ce cercle vicieux d'exclusion du membre qui modifie, donc qui diminue la représentation corticale du membre. Donc, on peut faire des mobilisations analytiques, globales, du passif, de l'actif, des exercices fonctionnels variés. On fait juste gaffe à pas trop augmenter la douleur. En gros, faites un peu ce que vous voulez, tant que vos patients, ils supportent la douleur. Alors, faire de la rééducation en infradouloureux, c'est quasiment impossible. Vos patients, ils arrivent, ils franchissent la porte de votre cabinet, ils prennent je sais pas quoi, des opioïdes, des machins, et ils arrivent, ils ont quand même mal 7 sur 10. Quand vous faites pour être infradouloureux, ils ont déjà mal. Du coup, c'est pas possible. Par contre, il faut essayer de pas les faire flamber, d'accord? Ils ont déjà mal. Ils arrivent chez vous, ils ont 7 sur 10, ils repartent, ils ont 10 pendant 3 jours. C'est que vous avez foiré votre séance, d'accord? Donc, il y aura peut-être une légère augmentation qu'on pourra tolérer pendant, pourquoi pas quelques heures, mais il faut pas qu'ils aient mal pendant plusieurs jours, il faut pas que ce soit une augmentation énorme. Et donc, quand ils auront mieux, on pourra mettre en place des étirements, des ports de charge légers, etc. Donc, on est très progressif, évidemment. L'auto-rééducation, bah, on va leur dire de faire des techniques d'autogestion de la douleur à domicile, des massages, du TENS, de la relaxation, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Des exercices d'auto-rééducation, si vous leur dites, je sais pas, de travailler la flexion des doigts, par exemple, je ne sais pas. Des activités ludiques ou récréatives. Alors ça, j'aime bien du coup ce concept-là, c'est que vos patients, ils ont un membre qu'ils détestent. Rappelez-vous, des fois, ils veulent même l'amputer, etc. Et je sais pas si des patients, par exemple, qui aiment bien dessiner, on pourra leur dire, bah écoutez, si dessiner, ça vous fait pas mal, eh ben dessinez avec votre membre. Ah oui, c'est vrai que de tenir un crayon et de bouger comme ça me fait pas très mal. Trop bien, on prend parce que du coup, ils sont contents de faire quelque chose qu'ils aiment et ils intègrent leur membre au niveau du quotidien. Donc voilà, il n'y a pas d'études là-dessus, mais on sait que les patients sont contents. Ensuite, on va parler donc de la rééducation centrale, cette fois, qui a toute son importance. Donc, ça n'a pas de sens de rééduquer un patient qu'au niveau de son bras. D'accord? Vous avez bien compris que le problème, c'est pas vraiment le bras, en fait. Le problème, c'est plutôt le cerveau, au bout du compte. Je vous fais un rapide rappel sur la plasticité cérébrale et ce qui se passe dans le SDRC. En fait, dans le SDRC, on va avoir un traumatisme du membre supérieur. Et du coup, ça va modifier les informations sensitives et motrices. Et ça va modifier la représentation corticale du membre. Ça fait n'importe quoi là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que c'est comme un bug. Heureusement, c'est réversible parce que le cerveau, c'est un système dynamique qui est en perpétuelle reconfiguration avec des nouveaux neurones. Il y a également des phénomènes de bourgeonnement avec des nouvelles synapses, des dendrites, etc. Donc le cerveau, ça se modifie tout le temps et ça, c'est vraiment génial. Comme vous pouvez le voir chez vos patients qui ont fait des AVC, qui perdent la marche, par exemple, et puis après, vous les rééduquez, ils sont capables de remarcher.
Bah, dans le SDRC, ce sera un petit peu le même concept. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes traitements. J'ai piqué cette diapo à Brian avec son accord, évidemment, parce que je l'aimais bien. Donc Brian Littré, qui était venu, mais il y a longtemps, je crois, encore plus longtemps. Il y a 2 ans quand même, ouais. D'accord. Euh, Pardon, il va revenir bientôt? Ah bah tant mieux. Donc Brian, qui est formateur sur notamment les nerfs périphériques, qui expliquait justement dans sa formation que j'ai faite bah, la modification corticale et donc la création de nouvelles connexions. Donc c'est génial en fait parce que vos patients, peu importe leur âge, peu importe ce qui leur arrive et tout, on peut continuer à faire travailler le cerveau et ça c'est quand même incroyable. Je vous donne d'ailleurs un petit exemple avec un patient qui est mondialement connu. Dans le SDRC, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir, comme vous le voyez sur cette IRM fonctionnelle, ça c'est un patient, un sujet sain. Et chez un patient qui a un SDRC, la représentation corticale du membre, elle est toute petite. Et en fait, c'est la même chose que ce qu'on voit chez les amputés. D'accord? Sauf que chez les amputés, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous coupez le bras de quelqu'un, et ben vous lui remettez un bras même des années après, il pourra s'en servir. Donc le cerveau, il va recréer l'air du bras. L'exemple, donc, c'est Félix que vous voyez juste en haut. Donc, Félix, c'est une star internationale parce que c'est le premier patient au monde à s'être fait greffer des bras aussi haut. C'est un monsieur qui est islandais et qui est venu à Lyon parce que Lyon, c'est les premiers au monde à avoir fait des greffes de membres supérieurs. Il est venu à Lyon bah, pour se faire mettre ses bras, quoi. Il s'était fait brûler les 2 bras avec un choc électrique, en fait. Donc, il a perdu ses 2 bras en même temps. Il a dit, moi, j'en peux plus de plus avoir de bras, c'est quand même vraiment pénible. Oui, on peut imaginer, effectivement. Et du coup, il s'est fait opérer. Donc, on lui a greffé les 2 bras. Et donc, Félix, j'ai eu la chance de le rencontrer. Je vous raconte son histoire avec son accord. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et en fait, Félix, bah, évidemment, il est capable de faire ça. Mais il est aussi capable de plier, de tendre le coude et de faire des trucs avec ses doigts. Et il est resté 10 ans sans bras. Donc, c'est quand même un truc de ouf. Donc, si Félix il est capable de se resservir de ses bras alors qu'il est resté 10 ans sans bras, on va peut-être réussir à faire en sorte que nos patients qui ont des algos, ils arrivent à se resservir de leurs mains. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le dire aussi pour rassurer vos patients, parce qu'à côté, ils vont se dire, bah oui, c'est vrai que finalement, ce que j'ai à côté de lui, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est pas que c'est pas grave. Évidemment, ils en souffrent. Mais en tout cas, si le patient greffé, il arrive à se resservir de ses mains, c'est quand même plutôt bon signe. Donc, voilà pourquoi nous, on va stimuler le cerveau. Ah oui, excusez-moi, j'avais un autre exemple aussi, qui est très intéressant. C'est que on s'est rendu compte que chez les patients qui ont des SDRC, généralement, il y aura une diminution de la représentation corticale entre D1 et D5. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des patients qui ont des algos qui vous disent qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de doigt entre le pouce et le petit doigt, et D5, excusez-moi. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça et vous dites j'ai l'impression que j'ai plus de doigts ici. Donc là, c'est pareil, ils ont encore l'impression d'être fous. Ils osent pas trop vous dire parce qu'ils ont peur que vous les preniez pour des fous. Eh ben en fait, c'est normal, ça se voit à l'IRM fonctionnel. Ça, vous pouvez leur montrer aussi. Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez leur montrer cette IRM fonctionnelle pour leur dire que en fait, les sensations trop bizarres qu'ils ont, ça se voit si on regarde leur cerveau. Et là, ils sont trop contents parce qu'ils disent, ah, mais en fait, je suis pas fou. Bah non, vous n'êtes pas fou, vous inquiétez pas. Quand vous faites une rééducation neurologique centrale, vous allez pouvoir justement rétablir la distance normale et donc vos patients ils vont vous redire, ah bah c'est, je recommence à ressentir mes doigts entre les 2 autres. C'est quand même assez fou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en rééducation centrale? Eh bien, on va faire notamment le truc qui est le mieux démontré dans le SDRC, c'est le programme d'imagerie motrice graduée de Moseley. Qu'est-ce qu'il dit, Moseley? En gros, le but de l'imagerie motrice, ça va être de traiter le SDRC du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on traite le cerveau pour améliorer la périphérie. En gros, le cerveau, il a bugué, je vous ai dit, il tourne en boucle, le cerveau, et il dit au membre supérieur, tu vas mal, ça va jamais s'arrêter, tu iras jamais mieux. Et en gros, on veut essayer de faire croire au cerveau que le membre supérieur va bien. Donc, on va lui montrer que le membre supérieur, il va super bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce programme d'imagerie motrice avec 3 phases, donc notamment la phase de reconnaissance de latéralité, les mouvements imaginés et la thérapie miroir. Est-ce que vous en avez entendu parler? Au moins la thérapie miroir, j'imagine. Dans quelle pathologie vous avez entendu parler de la thérapie miroir? Bah, les AVC, exactement. Bah, ouais, je vous ai dit, c'est pareil. En fait, on rééduque le cerveau. D'accord? Une fois de plus, on voit la comparaison avec une lésion cérébrale. Qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce programme d'imagerie motrice graduée de Moseley? Dans un premier temps, on va faire la reconnaissance de latéralité. Vos patients qui ont des algos, surtout quand elles sont sévères, ils comprennent rien de ce qui se passe, et ils savent plus où est la gauche de la droite. La dame que je vous ai montrée en vidéo, elle me disait ça c'est ma main droite et ça c'est ma main de. Elle faisait des trucs comme ça, c'était un truc de fou. J'ai dit quoi? Mais quoi? Elle dit c'est ma main de. Je vous promets qu'elle faisait ça, c'est un truc de fou. Elle dit mais ça s'appelle comment? Elle dit je sais pas, c'est vraiment un truc de dingue. Donc vous imaginez bien que de mettre un miroir à quelqu'un qui est même pas capable de sister sa main gauche,
ça marche pas forcément très bien. Donc le but justement, c'est de faire d'abord la reconnaissance de latéralité pour qu'ils comprennent où est la gauche et la droite. Donc vraiment on prépare le cerveau. Donc pour ça, il y a des applications, Orientate, Recognize Hand. Donc la première, elle est gratuite, mais elle marche pas sur tous les téléphones. La deuxième, elle est payante. Et du coup, bah, si le patient peut faire ni l'un ni l'autre, il y a Grégory Mespier, qui est un kiné de la main, qui est super fort, qui est à Biarritz, qui a fait une vidéo sur YouTube avec une reconnaissance de latéralité, c'est plein de photos. Donc voilà, si vos patients ils peuvent pas se servir de l'appli, il y a une vidéo sur YouTube, c'est plutôt pratique. Et donc Mosley dit qu'il faut effectuer cet exercice à chaque heure éveillée. Mosley, il est motivé, vous allez voir qu'il émet des posologies, il faut que le patient il bosse beaucoup, hein. Moi, personnellement, je leur dis pas de faire à chaque heure éveillée parce que j'ai trop peur qu'ils le fassent pas du tout. Du coup, je préfère leur dire, je sais pas, essayer de le faire, je sais pas, ça doit prendre peut-être 2, 3 minutes à peu près sur l'application. Je leur dis, essayez de le faire entre 3 et 5 fois par jour, c'est déjà vraiment super. Et si vous pouvez faire plus, faites plus. Mais je pense que quand on leur dit des trucs, il y a trop de quantité, j'ai peur que ce soit décourageant. Bon, après, voilà, c'est ce qui est recommandé dans la littérature. Je vous dis ce qu'il y a dans la littérature. Ensuite, les mouvements imaginés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, même en dehors du contexte de kiné? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, par exemple, quand ils font du sport, où on vous a parlé des mouvements imaginés. Exactement, c'est la représentation mentale d'un mouvement, par exemple, parce qu'en gros, le but, c'est de préparer le cerveau à effectuer le mouvement. Et ça, c'est juste génial parce qu'on s'est rendu compte que d'imaginer un mouvement, ça modifie le cerveau autant que si on faisait le mouvement pour de vrai. C'est quand même incroyable. Donc vous imaginez bien que pour nos patients qui ont des SDRC, par exemple, qui ont tellement mal qu'ils peuvent pas bouger, ça arrive, eh ben au moins on leur fait de l'imagerie motrice, et comme ça ils imaginent que leur membre il bouge, et ça leur permet de modifier le cerveau. C'est quand même trop bien, alors qu'ils sont juste là à imaginer leur membre. Donc, quelques études qui expliquaient les mouvements imaginés et comment ça marche. Il y a une étude, par exemple, qui montre que il y a des patients qui ont imaginé qu'ils faisaient une abduction de D5. Donc, ils ferment les yeux, ils sont là et ils imaginent qu'ils font une abduction de D5. Donc, évidemment, ils le font pas. Et ils ont fait ça pendant 2 semaines. Ils ont imaginé qu'ils faisaient l'abduction de D5 pendant 2 semaines. On a mesuré leur force, ils ont gagné 35%. C'est incroyable quand même. Donc, évidemment, il n'y a pas d'hypertrophie, vous imaginez bien, puisque le doigt, il n'a pas bougé. Mais, en fait, ils ont un meilleur recrutement de leur plaque motrice. Parce que le cerveau, il s'est focalisé sur le mouvement. Autre exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est ils ont fait ça chez des nageurs qui faisaient la nage papillon. Ils leur ont dit, allez-y, imaginez-vous, vous faites un 100 mètres. Les gars, ils sont assis, ils s'imaginent en train de nager et ils ont une augmentation justement du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire. Ils transpirent, ils dépensent des calories et tout, alors qu'ils sont assis et juste en train de s'imaginer nager. Donc, j'aime beaucoup ces exemples parce que c'est juste pour vous montrer à quel point le cerveau, il peut faire des trucs de dingue. Donc voilà pourquoi il faut pas lésiner sur la rééducation cérébrale, corticale. Et je pense même dans d'autres pathologies d'ailleurs, hein, dès qu'il y a un peu de kinésiophobie par exemple, ou des choses comme ça, ou même des mécanismes de peur évitement ou quoi, j'imagine qu'en attendant que ça se règle, il y a des moyens d'entretenir le cerveau. Comment ça se passe juste pour les mouvements imaginés? Le patient, il va regarder 20 images et il doit imaginer que sa propre main se place dans cette position, puis il revient dans sa position de repos. Bon, c'est un petit peu moins fun que la nage papillon, mais au moins c'est efficace pour le SDRC. Faut qu'il soit dans un endroit calme, qu'il puisse se concentrer et que sa main soit dans une position de repos. Mosley, pareil, dit qu'il faut faire cet exercice 4 à 6 fois par jour. Et enfin, la thérapie miroir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec la thérapie miroir? Donc, le but, ça va être de tromper le cerveau en lui montrant le reflet du membre sain. Donc, en gros, on fait juste croire au cerveau que le membre qui est malade depuis je sais pas combien de temps, bah, en fait, il va bien, il bouge bien, il est beau, il est normal. C'est tout. C'est facile de tromper le cerveau parce qu'on croit plus ce qu'on voit que ce qu'on sent. C'est-à-dire que vous faites de la thérapie miroir, vous mettez la main qui va pas bien derrière le miroir, elle bouge pas, mais le cerveau, il regarde la main saine qui bouge normalement, et ben le cerveau, il va croire ce qu'il voit plutôt que ce qu'il ressent. Donc ça, c'est quand même bien pratique pour nous. Donc il faudra une boîte miroir qui va isoler le membre, parce qu'évidemment, si vous voyez votre membre, ça marche plus. Et Mosley, il dit, il faut faire 10 minutes toutes les heures d'éveil. C'est beaucoup. Parce que, je sais pas, vous êtes éveillé, je sais pas, genre 14 heures par jour. Ça fait beaucoup 14 fois 10 minutes. Donc moi, c'est pareil, je dis à mes patients, essayez 3 et 5 fois. Bon, je sais pas si je fais bien, mais au moins, ils le font un peu cool. Parce que je sais pas comment ils font les patients pour réussir à le faire autant. Donc voilà, il y aurait vraiment, a priori, une amélioration de la douleur et justement des problèmes d'invalidité sur un suivi à 6 mois. Ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est que ça a de l'effet sur du quand même moyen terme. Donc là, la dame, elle a l'illusion que cette main se reflète dans le miroir. Et donc, elle a l'illusion que sa main se ferme bien. Alors, les manches, c'est pas bon. Hop, faut remonter un peu la manche pour que ça mange bien. Voilà, faut pas qu'il y ait de bagues, faut que les manches elles soient remises de la même manière pour que l'illusion fonctionne le mieux possible. Voilà, parfait. Et donc, vous voyez, là, la main ici, elle n'est pas complètement fléchie. Voilà. Et allez-y, madame, vous rouvrez les doigts et vous refermez. On a un Voilà, très déficit bien. d'extension des doigts aussi. Voilà, super.
Ok. Et là, vous voyez qu'elle a l'impression que, comme si le miroir était une vitre transparente qui lui permet de croire que sa main droite, elle va très bien. Et vous pouvez relâcher, faire des petits mouvements comme ça. Voilà, super. Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même particulièrement facile à mettre en place. La thérapie miroir, c'est quand même pas compliqué du tout, et même l'imagerie motrice, le programme de Moseley, là, c'est quand même très très simple. Est-ce que ça va pour la thérapie miroir? Pour le programme d'imagerie motrice? C'est vraiment très facile à mettre en place. Il y a quasiment pas de matériel à part un miroir et un téléphone. Deuxième chose qu'on peut proposer, c'est l'imagerie motrice par les vibrations. Et ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire, Johan, justement. Les vibrations, ça fait quoi? Ça fait un feedback proprioceptif. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là avec les vibrations? C'est la suite de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ça, vous voyez, c'était du coup sans vibration, sans mouvement imaginé. Et avec des vibrations, du coup, on s'est rendu compte que là, ils ont fait des petites fenêtres en fait dans cette immobilisation. La personne, ils l'ont immobilisée 5 jours, pareil. Ça, c'est l'aire corticale du membre avant, et ça, c'est l'aire corticale du membre après. Donc le patient n'a pas bougé, on a juste fait des vibrations dans son plâtre, et en fait, on a maintenu la représentation de l'aire corticale du membre. Comment ça marche? Eh bien, ça marche comme ça. En fait, les vibrations, quand vous allez faire vibrer un muscle dans une fréquence comprise entre 50 et 100 Hertz, eh bien, vous allez avoir l'impression que le muscle antagoniste se contracte. Je m'explique. C'est justement l'illusion de Pinocchio. Vous faites vibrer votre tendon du biceps et vous tenez votre nez. En fait, quand vous faites vibrer le tendon du biceps, le cerveau, il interprète ça comme un étirement. Si votre biceps il s'étire, ça veut forcément dire que votre triceps se contracte. C'est le cerveau, il pense ça. D'accord? Et donc, effectivement, vous vous doutez bien que votre triceps, il se contracte pas pour de vrai, mais vu que vous tenez votre nez, et ben, du coup, vous avez l'impression que votre nez, il s'allonge. Est-ce que vous comprenez ou pas, du coup? C'est hyper intéressant. On s'en sert aussi, d'ailleurs, j'ai un copain qui a fait son doctorat là-dessus au Canada, par exemple pour les personnes paraplégiques, pour justement redonner l'illusion de marche à pied. Et du coup, en fait, vous faites vibrer les tendons, et donc vous avez l'impression d'avoir la contraction du muscle antagoniste. Donc ça aussi, ça peut être de la prévention du SDRC. Si vos patients, ils ont un plâtre, on peut leur faire des petits trous. D'ailleurs, ils le faisaient avant, ils ont arrêté de le faire. On fait des petits trous dans le plâtre et puis on leur fait vibrer le plâtre. Alors, regardez juste du coup cette dame, donc un SDRC de la main droite, et je lui fais des vibrations sur D4 et D5, et je lui ai dit, montrez-moi avec l'autre main ce que vous avez l'impression que ça vous fait comme mobilisation. Je lui ai dit, bah, allez-y, regardez. Pour faire de l'imagerie motrice sur une patiente qui est atteinte de SDRC et qui a des difficultés à fléchir l'annulaire au niveau de la métacarpale. Elle était vraiment très raide, elle avait 30 degrés de flexion. Le tendon extenseur, et je vais particulièrement me placer au niveau de la bandelette sagittale. Yes! Parfait. Et donc, la dame, elle a l'impression que son doigt, il est plié. Là, vous avez l'impression qu'il touche quasiment la paume de votre doigt, c'est ça? Super. Très bien. Et allez-y, madame, vous allez ouvrir les yeux, vous allez regarder la position de votre doigt, du coup. Ah oui, d'accord. Il n'est pas du tout plié comme vous le pensez. Cool. Donc là, j'utilise une fréquence de 75 Hertz et je mets l'intensité maximum. Donc en fait, vous avez vu, elle était très surprise évidemment. Et ce que vous avez vu aussi, c'est quand j'ai fait les vibrations, elle a plié son IPP direct. En fait, les vibrations, ça donne envie de faire le mouvement. Elle n'était pas capable de le faire, mais elle avait envie de le faire. Donc c'est cool parce que non seulement ils ont l'impression de le faire, et en plus ça lui donne envie de le faire. Donc c'est double bénéfice. Les vibrations, vous pouvez vous en servir pour tout le reste du corps. On peut même s'en servir, par exemple, pour justement quelqu'un qui a un mécanisme de peur évitement pour se pencher en avant. Vous faites des vibrations sur les spinaux, il va avoir envie d'aller en avant. Donc voilà, c'est pas que pour le SDRC, ça peut servir pour d'autres trucs. Bah, puis pour l'hémiplégie, la paraplégie, etc. Pour... Dernière chose, dernière technique que je vous montre, après c'est fini. Dit ce monsieur, il a dit quand je croise mes mains, je vois pas ma main pareille. À droite qu'à gauche. Je la vois complètement différemment, cette main. Et qu'est-ce qui est différent? C'est mes doigts. Vos doigts? Ouais, c'est mes doigts, je les vois différemment. Je les vois moins gros, puisqu'ils sont un peu enflés. Ouais. Hein, quand ils, Vous les voyez moins gros quand ils sont de ce côté-là que ouais, de ce côté-là? tout à fait, ouais. Très bien. Tout à fait. Vous voyez d'autres différences? Le petit doigt, il a l'air plus tendu à gauche quand il est dans cette Quand elle est position. là? Voilà. Ouais. Donc, Et donc vous trouvez que votre main, elle est mieux en fait quand elle est de ce ouais, côté-là que quand elle est de ce tout côté-là? à fait. Même si puis la position des doigts est un peu différente. J'ai pas l'impression que mes doigts sont blessés. Voilà, le terme exact, c'est que j'ai l'impression que dans cette position, ils sont moins blessés que quand je fais comme ça. Quand je suis dans cette position, ben, bon, j'ai mes doigts là, je vois bien ma main droite blessée. D'accord. Donc vous avez une notion de blessé quand c'est Ouais, de ce côté-là, voilà. pardon? Et que quand je fais ça,
Là, vous voyez qu'elle est, enfin voilà, qu'elle a des petits soucis, mais vous Elle a- avez moins cette notion. Ça va. Ça vous gêne moins. Ouais. Il se passe quoi là du coup? Bah ouais, sa perception du coup a fait quoi là? Elle s'améliore parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a mis la main du côté des l'hémispace sain. Du coup, moi, ce que je dis pour décrire ça, c'est un peu comme s'il avait un filtre Halloween du côté pathologique. Donc, genre, il a un filtre Halloween, comme sur Insta ou je sais pas. Là, sa main, elle est blessée, elle est presque déchiquetée ou quoi, ce que vous voulez. Et quand il la met là, hop, ça y est, il la voit comme elle est en vrai. C'est un truc de ouf. Et donc, ce monsieur, en fait, il voyait sa main un peu comme elle était au moment de l'accident. En fait, il la voyait toujours très, très, très abîmée. Et quand il la voyait pour de vrai du côté des Miss Passants, il la voyait comme elle était réellement. C'est quand même assez incroyable. Et c'est une thérapie qui est intéressante aussi chez les patients qui ont des AVC. Parce que vous imaginez bien que sur une héminégligence, c'est vachement intéressant de mettre un membre qui n'est pas perçu par le patient du côté de l'hémis passant. Voilà, je vous fais des petites transitions avec les AVC parce que ça peut aider aussi pour eux. Oui. Scène, elle a une perception altérée, Qu'est-ce que t'en penses? je pense que oui. Oui, la réponse est oui. Alors, chez ce monsieur, j'avoue, j'avais pas testé, mais j'ai fait une autre vidéo avec la patiente que vous avez vue qui avait le SDRC sévère. Et donc, elle a croisé ses mains. Si ça vous intéresse, c'est sur YouTube. Vous tapez SDRC. J'ai fait plein de vidéos sur YouTube. Et donc, je parle du crossing arm et ma patiente qui, du coup, croise ses mains. Et donc, qu'arrive la dame qui était toute raide, là, que vous avez vu, qui était comme ça, là. Elle croise ses mains. Et du coup, quand c'est du côté sain, elle arrive à bouger ses doigts. Et sa main saine, elle n'y arrive plus. Et sa main saine se retrouve avec des dystonies. C'est un truc de ouf. Sa main saine, elle fait comme ça. Et je lui dis, allez-y, pliez votre index de la main là. Elle dit, quoi? Le quoi? Elle comprend plus rien de ce qui se passe de sa main saine. Et par contre, elle arrive à bouger sa main pathologique. Donc évidemment, c'est un traitement. Vous pouvez vous en douter. Donc ça s'appelle le crossing arm. Et donc le but, c'est de rééduquer et de faire travailler le patient du côté des mini-espaces sains. Parce que le patient, il essaie inconsciemment de supprimer les mini-espaces douloureux, sauf que ça marche pas du tout, évidemment, parce que ça marche pas comme ça. Donc ça lui fait une espèce d'exclusion, mais ça augmente ses douleurs et il n'y a rien qui va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit juste au patient de croiser les mains. On peut le mobiliser, on peut lui faire saisir des objets, on peut lui faire faire plein de choses avec sa main du bon côté, comme ça il perçoit bien son membre, il a un meilleur contrôle et il a moins mal. Donc voilà une technique encore très simple et vraiment pas chère. Et donc là, juste mon patient. Qu'est-ce que ça donne là, si vous essayez de bouger un petit peu? Enfin, je bouge ma main, parce que je la regarde, hein. Ouais. Je la regarde, je bouge ma main, mais j'ai l'autre qui bouge en même temps. Alors Vous pourquoi? n'arrivez pas à distinguer les deux? Ça, c'est normal. Est-ce que vous avez l'impression, ouais, si vous essayez de bouger un petit peu, donc cette main, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un meilleur contrôle ou pas? Ouais, j'ai l'impression d'avoir pas de douleur. Pas de douleur. Ah, ça c'est bien ça. Que c'est pas tellement, c'est surtout la souplesse. D'accord. J'ai comme quand même elle est un peu raide, mais si je fais ça, je la sens plus souple que quand je suis comme Ouais. ça. Là, si je fais ça, bah, C'est exactement pareil. ma main droite, là, je suis à fond, là. D'accord. C'est trop parce qu'il montre. Et vous la sentez plus raide du coup de Hmm. ce côté-là. Ouais. Ok, très bien. Je vous remercie. C'est trop drôle, quoi. Il me dit, regardez, là, comme ça bouge bien, et là, comme ça bouge pas bien, quoi. Euh, oui, effectivement. Donc voilà pour ce qui est de la technique de neurologique centrale. Voilà, dernier traitement qui est recommandé, c'est l'activité physique. Bah ça, c'est dans plein de pathologies. C'est super bien, l'activité physique pour plein de choses. Et notamment l'activité physique en aérobie, les exercices en aérobie. Donc il y a une étude qui disait 5 jours par semaine, 30 minutes par jour, pendant 4 semaines. Ça pourrait réduire la douleur. Et ça améliore plein de choses. Donc les mécanismes de sensibilisation centrale. Ça augmente le seuil de la douleur. Ça induit des changements corticaux. Donc, dites à vos patients de faire de l'activité physique parce que vos patients qui ont des SDRC, ils vont avoir envie de rester chez eux dans le noir à plus rien faire de leur vie. C'est une mauvaise idée, il faut faire l'inverse. Et ça s'ajoute à la rééducation conventionnelle, ça ne la remplace pas. D'ailleurs, dans les douleurs neuropathiques aussi, on sait que l'activité physique, ça peut aider. Et enfin, dernière chose, l'accompagnement du patient. Donc là, c'est plutôt au niveau psy. La SFETD, elle recommande de rediriger le patient vers un psy. Si vous voyez que le patient il a une phobie du contact, un état thymique défavorable avec des troubles de l'humeur, syndrome dépressif, anxiété, détresse, s'il est en stress post-traumatique, c'est assez courant. Si sa pathologie a un retentissement majeur sur la qualité de vie, qui entraîne une désocialisation. Et enfin, s'il a des propos ou des comportements suicidaires, j'imagine que vous les accompagnez dans ces cas-là. Ça arrive. Vous imaginez bien, vu comme ils sont pas bien, vos pauvres patients qui ont des SDRC, il y en a pas mal qui, enfin pas mal, pas tous évidemment, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont vous dire, soit j'ai envie d'amputer mon membre, soit j'ai envie de me suicider parce que j'en peux plus, je souffre, le martyr, j'en peux plus. C'est vraiment une douleur qui est horrible, horrible, horrible. D'accord? Donc c'est pas des chochottes, c'est pas des gens qui trouvent du bénéfice secondaire ou je ne sais quoi. C'est vraiment des gens qui souffrent le martyr et qui n'en peuvent plus.
Qu'est-ce qu'on retient du coup? Bah, c'est qu'on a toujours de nombreux progrès à accomplir sur la compréhension de cette pathologie. On n'a toujours pas trop compris ce qu'il faut faire. On sait juste que prendre un patient le plus tôt possible pour lui proposer un traitement, ça limite les séquelles. La règle de la non-douleur dans la prise en charge, bah, c'est pas vraiment possible. Et ça demande beaucoup de temps et d'investissement du kiné pour une faible rémunération, surtout que déjà on n'a pas une autre augmentation. Enfin bon, bref, du coup, de toute manière, juste je le cote NMI, je sais plus quoi là, 8 quelque chose. Bref, je paye à peu près 18 € 30, je crois, pour faire tout ça. On est content. Donc, faut privilégier l'auto-rééducation, faut autonomiser vos patients. D'accord? Déjà, faut toujours les autonomiser, mais encore plus quand on gagne que 18 € pour faire tout ça. Et cette prise en charge, elle est parfois décourageante pour nous. Et s'il vous plaît, ne le montrez pas aux patients parce que eux, ils sont au fond du seau. Et si vous leur montrez que vous aussi vous êtes au fond du seau, ça arrange pas des choses, d'accord? Donc gardez le smile devant eux. Et puis quand ils sont tristes et pas bien, accompagnez-les, croyez-les, écoutez-les. Et vraiment, ils ont besoin de vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être dur pour vous, mais vraiment essayez de pas leur montrer. Voici ma bibliographie. Et voilà, donc je remercie Anthony Alimini, Brian Nitré et le docteur Marc-Henri Louis qui m'a beaucoup aidé justement pour ces articles, etc. Merci à vous.